Muriel Maffesoli, donc directrice de l'Observatoire régional de l'intégration de la ville. Donc, je vais partager l'écran sur un tout petit support de ce PowerPoint pour faire le point sur la deuxième séance de ce cycle de qualification. J'en profite aussi pour vous rappeler que s'il y a des questions, remarques, attentes, n'hésitez pas de le mentionner dans le chat et de vous signaler le cas échéant. Bien évidemment, dans les écrans, vu le nombre qu'on est, on ne vous voit pas forcément tout de suite. Donc, n'hésitez pas à nous interpeller si jamais vous poser une question, une remarque ou quoi que ce soit. Donc, première chose, est-ce que vous voyez bien mon écran? C'est bon pour tout le monde? OK. Rappelez rapidement la démarche qui est la nôtre. On est à la deuxième séance du cycle de qualification que nous avons souhaité créer autour de construire des diagnostics territoriaux et partenariaux. Voilà, c'est donc une volonté d'Oribe et c'est un soutien de la DREETS Grand Est qui finance notamment cette action. Donc Nicolas Bachet qui représente ici la DREETS Grand Est. Ce cycle de qualification s'inscrit dans le démarrage de ce que l'on veut vous offrir comme ressources pour préparer la nouvelle contractualisation. Et donc, on a souhaité mettre en avant un certain nombre d'éléments, d'informations pour vous faciliter le travail de démarrage autour de cette question, notamment des diagnostics. Je vais y revenir juste un instant. Nous avons fait le choix de nous adresser aux référents politiques de la ville au sein des collectivités, et c'est majoritairement des collectivités qui sont représentées aujourd'hui et des services de l'État. Voilà. Et plus globalement, j'y reviendrai tout à l'heure sur une offre de ressources qu'on vous propose. Alors, le cycle de qualification qu'on vous propose s'inscrit en 4 séances. Nous avons eu une première séance le 27 janvier dernier, il y a 15 jours. Je reviendrai tout à l'heure sur quelques points de vigilance qu'on pourrait retenir de la séance. On a une début d'année un peu chargé et donc du coup on n'a pas pu encore mettre en ligne les éléments de la séance précédente. Ça sera fait au cours de la semaine qui vient. Donc on vous adressera un petit mail pour vous indiquer que les documents sont en ligne et donc vous pourrez accéder au PowerPoint, à la vidéo et puis à différents documents ressources. Voilà. Donc la séance d'aujourd'hui, deuxième séance, vise plus particulièrement à traiter de ce qu'on a appelé innover dans la mobilisation des données d'observation. Et à ce titre-là, on est vraiment très satisfait de pouvoir accueillir déjà des collègues du Centre de ressources politiques de la ville Réseau Ville, donc Émilie Sarrazin, notamment pour une expérimentation qui a été menée autour de Data et Quartier, sur laquelle ils reviendront, avec l'appui de Jacques Priol de Civiteo, qui a travaillé avec Réseau Ville sur ce dossier. On y reviendra juste après. Et on aura aussi l'intervention à la fois d'Olivier Fleury, qui est déjà avec nous, de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, et Jean-Baptiste Bourdelon. L'idée de cette séance d'aujourd'hui, c'était de pouvoir vous montrer que derrière les données habituelles, on peut travailler autrement les questions d'observation, et notamment autour des enjeux de la data science. Et c'est pour ça que nous avons invité les personnes que j'ai citées précédemment. Voilà. Un petit retour donc sur la séance précédente. On avait 3 messages qu'on avait souhaité vous passer. Le premier des messages, c'était de dire que certes, actuellement, et on continue à être dans cette logique-là, nous avons peu d'informations sur la contractualisation et la forme qu'elle va prendre. On attend encore un certain nombre d'informations de la part du ministère et de la NCT. Pour autant, il y a au moins 2 éléments qui sont posés de manière générale. C'est qu'il faut s'appuyer sur les territoires
la parole d'habitants et d'acteurs, permettre que la nouvelle contractualisation s'appuie vraiment fortement sur ce volet-là et partir de la réalité des territoires. Et donc, on s'est dit que c'était peut-être pas la peine d'attendre d'avoir tout le cadre pour pouvoir vous présenter des pistes pour commencer à réfléchir effectivement sur la suite. Et donc, le deuxième message qu'on voulait passer, c'est que même si aujourd'hui on n'a pas la géographie prioritaire, même si on n'a pas le cadre méthodologique bien calé, etc., et je ne sais pas d'ailleurs si on l'aura complètement tout calé, mais on vous invite à commencer à réfléchir à la méthode, à poser les jalons, à engager un travail préparatoire selon les disponibilités que vous pouvez avoir sur vos territoires. Mais ça nous paraissait important de passer ce message. Le troisième message qu'on voulait mettre en avant, c'était que pour construire ces diagnostics, cette observation au niveau local, voilà, on ne part pas de rien, il y a plein de documents disponibles, certains que nous avons travaillés au niveau de l'ORIF, certains qui sont travaillés par d'autres acteurs. Il y a de la méthodo qui existe, etc. Et donc, effectivement, le cycle que nous vous proposons, c'était de vous mettre à disposition tous ces éléments-là pour pouvoir vous accompagner au mieux pour préparer cette nouvelle phase en tant que telle. Et notamment pour tenir compte aussi des ingénieries différentes que vous pouvez avoir entre guillemets les petits territoires et les plus grands territoires. Voilà ce que je voulais rappeler sur l'exercice qu'on essaye de faire. Et donc, je reviens rapidement sur quelques éléments à retenir de la séance précédente. On avait eu l'occasion et la chance d'avoir l'intervention de Sabine Vetter, donc directrice d'études à l'agence d'urbanisme de Strasbourg. Au-delà de son action au sein de l'ADEUS, ce qu'elle nous a proposé aussi, c'est une réflexion plus générale sur la question de l'observation, qui est entrée en convergence avec l'approche que nous avons au niveau de l'ORIV. Et donc, voilà quelques enjeux clés que je voulais rappeler entre les propos que j'ai pu tenir et ceux qu'elle a mis en avant pour pouvoir démarrer la séance d'aujourd'hui. Premier élément, élaborer un diagnostic, s'inscrire dans une logique d'observation. Ce n'est pas une démarche ponctuelle et pas seulement au démarrage d'un contrat de ville ou d'une contractualisation. C'est vraiment un outil important qui peut être un outil que vous pourrez travailler sur la durée de la contractualisation. Observer, c'est analyser en termes de force et de faiblesse. Certes, la situation des habitants, et c'est souvent ce qu'on regarde à travers des caractéristiques socio-démographiques, mais c'est aussi aller regarder l'histoire et les caractéristiques du territoire, les dynamiques qui sont à l'œuvre entre les différents territoires. C'est ce sur quoi Sabine Vetter a beaucoup insisté lors de notre précédente réunion. Mais c'est aussi comprendre le système d'acteurs et les relations entre les acteurs pour pouvoir agir au mieux en tant que tel. L'objectif d'un diagnostic, c'est certes de voir les enjeux sur le territoire, mais aussi de s'assurer, entre guillemets, qu'on est toujours en phase sur les besoins, entre guillemets, des habitants. C'est aussi se confronter à d'autres constats pour pouvoir construire l'action tout au long de la prochaine contractualisation. Et c'est pour ça que j'évoquais que c'est important de travailler dans la durée, puisque un contrat qui pourrait être amené à être signé en 2024, enfin à démarrer en 2024 jusqu'en 2030, ça suppose des mises à jour régulières. Et donc, c'est pour ça qu'on vous invite à un travail sur la durée. Pendant la première séance, on a insisté sur le fait que c'est important d'avoir une approche par des données quantitatives qui permet d'objectiver un certain nombre de choses, mais compte tenu des limites de production de ces données et de leur ancienneté pour un certain nombre d'entre eux, il est important de rechercher d'autres sources et donc de tirer parti de l'existant, de toute source de données, d'analyse macro et micro, des données portées par des structures locales et ou des institutions. Je pense qu'on y reviendra très largement là juste un instant autour de la question de la data science. C'est important aussi qu'on puisse croiser ce qu'on appelle des données froides, les chiffres, mais aussi des données chaudes, le recueil de points de vue. Ça ne s'oppose pas. Et souvent, on a tendance à considérer que les chiffres seraient plus importants. Et donc, cette question d'aller chercher des données chaudes, pour nous, ça fait vraiment écho à la question de faire place aux habitants
Et notamment, j'insiste sur ce point, quand on est dans un diagnostic, dans une démarche d'observation, ce n'est pas forcément de la participation d'habitants dans laquelle on est, mais de la mobilisation de parole d'habitants ou d'acteurs, hein, de manière générale. Et l'intérêt est à la fois d'avoir une approche en termes des approches individuelles et collectives. Hein. C'est vraiment important de croiser ces différentes approches. Recueillir des points de vue et de la parole, on peut avoir des logiques de créer des espaces de discussion, des temps d'échange, d'aller mobiliser des espaces qui existent déjà, par exemple les conseils citoyens, mais pas exclusivement. Ça peut être développer des enquêtes, des démarches de terrain, mais c'est aussi tirer profit des espaces qui existent déjà, des groupes qui existent, où une parole s'exprime, et souvent on oublie de prendre en compte ces paroles déjà existantes, et comme si, en fait, on repartait à zéro. Ça peut être aussi tirer profit d'un groupe autour de la question linguistique qui est en place et qui existe, etc. Au-delà du recueil des données, des informations, le dernier point qu'on avait vu la dernière fois, c'est l'importance du travail d'interprétation. Les données ne parlent pas d'elles-mêmes, il faut les aider à parler. Et pour ce faire, on avait beaucoup insisté avec Sabine de l'importance du croisement des regards et des analyses, quelles que soient les données exploitées. Et j'avais évoqué cette image de la statue. Pour comprendre une statue, il faut faire le tour complet pour pouvoir la voir dans toutes ses dimensions. Et on vous invite à avoir ce même type de démarche. Voilà, ce rappel rapide de quelques enjeux qui ont été évoqués lors de la séance précédente. Comme je le disais tout à l'heure, vous pourrez retrouver la semaine prochaine tous les éléments et le PowerPoint de Sabine Vetter en particulier sur le site de l'ORIB, on vous mettra le lien. Et sans plus attendre, je vous propose de passer la parole à Laetitia, qui va être amenée à présenter la suite de la démarche. Merci Muriel. Alors effectivement, on a bonjour à toutes et à tous. Donc je suis Laetitia Rocher, je travaille à l'ORIV en tant que directrice de projet. Donc on a une matinée bien remplie, alors on va essayer de ne pas trop perdre de temps et on va démarrer ce temps d'intervention là jusqu'à 10h30 sur la question de la data science. Alors la data science, peut-être que ça parle à certains, mais peut-être que ça parle pas du tout à d'autres et c'est normal. On n'a pas forcément l'habitude d'utiliser ce type de données-là dans les politiques publiques. Donc, on a la chance d'avoir avec nous Jacques Priol et Émilie Sarrazin, qui forment un beau duo sur cette question-là. Jacques Priol va nous présenter en fait ce qu'est la data science, comment ça s'utilise dans les politiques publiques, et puis revenir un petit peu sur comment la définir, comment l'utiliser. Et puis Émilie, donc comme l'a dit Muriel, qui est directrice de Réseauville, qui est un centre de ressources politique de la ville également, qui a pu expérimenter l'utilisation de ce type de données dans la politique de la ville, au service de la politique de la ville. Voilà, donc je ne m'étends pas plus. Monsieur Priol, je vous laisse la parole directement. Voilà, très rapidement. Merci beaucoup. Ravi d'être avec vous. On va aller vite parce que votre programme est très dense. Donc, Jacques Priol, je suis à la fois le fondateur d'un cabinet qui s'appelle Civiteo, qui travaille uniquement sur ce sujet de la place de la donnée dans la décision publique, la manière dont on utilise aujourd'hui des données dans des actions, dans l'action publique. Je suis également président au niveau national d'un observatoire qui s'appelle l'Observatoire Data Publica, qui est une association à but non lucratif qui travaille sur l'examen de la manière dont justement les acteurs publics se saisissent de ces sujets de data. On va voir que c'est des sujets qui ne sont pas simples parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui peuvent concourir à des innovations intéressantes. Et Émilie vous présentera dans le détail ce que nous avons pu construire ensemble dans l'ouest de la France avec le programme Data et Quartier, qui, je crois, est une innovation très, très forte dans le secteur de la politique de la ville. Pour vous dire qu'avant de faire ce métier, j'ai travaillé pendant 25 ans en collectivité locale. J'ai également été directeur d'office HLM. Et la manière dont on appréhende ce sujet, y compris à travers diverses publications qui sont là à l'écran, c'est vraiment de se dire, est-ce que ces outils dont on nous parle beaucoup, la data, le big data et même maintenant l'intelligence artificielle, est-ce que tout ça, ça existe uniquement dans l'univers de Google, Amazon, Facebook et les autres, ou est-ce que ça existe aussi pour chacune et chacun d'entre nous? En tant que consommateur, on en est malheureusement habitué, mais est-ce que ça existe aussi pour chacune et chacun en tant que citoyen? Et puis pour vous, en tant qu'acteur en charge d'une politique publique,
Alors, sur certains sujets, ça peut paraître évident, je vais y revenir dans quelques instants, mais sur d'autres, et notamment ceux qui manipulent, utilisent, traitent des données qui sont liées à des situations sensibles, et c'est le cas des quartiers, bien évidemment, ça prend en plus d'autres dimensions. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle beaucoup de ces sujets-là depuis quelques années maintenant? Quelques années, pas tant que ça au final, hein. Le mot big data, qu'on a beaucoup utilisé pendant quelques années, qui est même d'ailleurs un petit peu passé de mode maintenant, il est né en 2010. Il n'existait pas avant 2010. On est dans une situation où les données sont de plus en plus nombreuses dans notre environnement pour plein de raisons, des raisons technologiques, des raisons économiques, des raisons liées à la manière dont on vit notre relation avec tout un tas d'acteurs. Depuis 3, 4, 5 ans, on voit ce sujet faire irruption dans la gestion des politiques publiques et notamment des politiques publiques locales. J'ai créé ma société en 2016. À l'époque, on n'en parlait pas du tout. C'était inenvisageable qu'à la une de la Gazette des communes, on trouve les titres qui sont là. Les données réinventent les politiques publiques. Les algorithmes vont-ils prendre le pouvoir? On n'aura sans doute pas le temps d'en parler ce matin, mais c'est un énorme sujet autour de la data science, de savoir aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait de ces algorithmes, qu'est-ce que c'est. On en utilise sans s'en rendre compte, y compris dans l'exercice de mission de service public, et ce n'est pas neutre, ça n'est pas anodin par rapport à la manière de traiter un certain nombre de sujets. Ça va de l'attribution de logements en passant par la gestion de l'éclairage intelligent pour faire des économies d'énergie cet hiver. Et il y a quelques mois en arrière a été publié par la Gazette des communes un guide de la donnée des territoires, qui est un recueil de témoignages et d'interviews très pratiques d'usage innovant de la donnée au service d'un certain nombre d'actions publiques. On pourra vous passer le lien, ce guide est gratuitement téléchargeable. Il a été entièrement réalisé par l'Observatoire Data Publica que je préside et il a été publié dans le cadre d'un partenariat par la Gazette, mais c'est vraiment un contenu fait par cette association à but non lucratif. Il y a une centaine de pages, on vous en passera le lien. Alors, cette question, elle est présente dans beaucoup d'endroits. Elle est présente et elle préoccupe beaucoup de monde. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a aujourd'hui foison de rapports officiels. Je vous en ai mis 3 à l'écran, mais j'en cite un qui est celui qui est au milieu, qui s'appelle « Pour une politique publique de la donnée », qui a été fait par un député il y a 2-3 ans en arrière maintenant, qui est le député Éric Bothorel, qui dit « Attention, la donnée, elle est partout. La donnée, elle est dans la production de ce que nous faisons quand on est un service public, et ça, ce n'est pas nouveau. Depuis toujours, l'action publique produit de la data. Alors, on ne l'appelait pas data, on l'appelait données, on l'appelait statistiques, on l'appelait outils d'évaluation, notamment les données froides qui étaient évoquées tout à l'heure, mais elle est en train de changer de nature. Elle est de plus en plus présente, elle est de plus en plus nombreuse. Nous en produisons de plus en plus dans l'exercice même de nos missions de service public. Et par ailleurs, dans notre environnement, il y a de plus en plus de données disponibles de nature diverse qui peuvent, à certains égards, interférer avec l'action publique. Et ça, c'est des mécanismes qui sont nouveaux, qu'il faut essayer de comprendre. On le voit aujourd'hui dans de multiples sujets. Alors, il y a des sujets qui peuvent apparaître comme étant plus évidents les uns que les autres, et notamment ce que dans notre jargon, on appelle les métiers de flux, les métiers qui produisent de la donnée de par leur exploitation très directe, et souvent les métiers techniques des villes. L'énergie, bien sûr, ça produit de la donnée à travers les consommations énergétiques, l'eau, la gestion des déchets, la gestion des mobilités, mais on voit apparaître ce sujet dans bien d'autres domaines. Aujourd'hui, on l'appelle comme on veut, la smart city, le territoire intelligent, la ville intelligente, peu importe le vocabulaire qu'on met derrière, il y a aujourd'hui un certain nombre de métiers d'exploitation de la ville, des fonctions urbaines, qui sont de plus en plus souvent pilotés par la donnée. Ça veut dire quoi, piloter par la donnée? Je vais prendre un exemple très précis. En matière de mobilité, aujourd'hui, on a des territoires où on va vers des systèmes qu'on appelle Mobility as a Service, la mobilité comme un service global. Et il y a un certain nombre de villes aujourd'hui en France où vous pouvez monter dans un bus, monter ensuite dans un tramway, emprunter une trottinette en libre service, monter dans un véhicule en autopartage qui a été agréé et référencé par un système local, monter pourquoi pas, y compris dans un TER, et à la fin du mois, vous garez dans un parking lorsque vous avez votre voiture individuelle. Et à la fin du mois, vous avez une seule facture. L'ensemble de vos trajets, de vos déplacements sont suivis, pilotés, et le plus souvent par une application qui est dans votre téléphone. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Peut-être pour optimiser la gestion, y compris financière, des opérateurs de réseau. C'est pour faire du business. Et en tant que citoyen, on peut se dire, après tout, est-ce que c'est bien nécessaire? Peut-être aussi pouvoir faire du suivi. Et on bascule peut-être dans une société qui pose des questions en termes de surveillance, de contrôle. C'est des inquiétudes qui peuvent être légitimes pour les citoyens que nous sommes. Mais aussi parce que ces systèmes permettent une plus grande fluidité
pour passer d'un mode de déplacement à un autre. Et c'est notamment grâce à ces systèmes que probablement nous allons pouvoir avoir des leviers pour inciter de plus en plus de personnes à prendre le transport en commun, à prendre le vélo en libre service, à abandonner la bagnole, avec toutes les conséquences que ça a aujourd'hui dans un certain nombre de grandes aires urbaines en termes de pollution, de congestion, d'impact carbone. Sur l'énergie, on est en plein dans l'actualité. Il y a énormément de communes qui, là, en septembre, octobre, novembre, avec l'augmentation du prix de l'énergie, nous ont contactés en nous disant « Ah tiens, on avait vu une conférence où vous nous avez parlé d'éclairage intelligent, les compteurs, comment on fait pour réduire nos consommations énergétiques ?» Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a quand même beaucoup de territoires dans lesquels la gestion de tout ça est déléguée à des entreprises extérieures, à des entreprises privées, et pour lesquelles on n'a pas nécessairement accès à toutes les données. Y compris parfois, on a des communes qui n'ont pas accès aux données de leur propre compteur Linky. Et ça, c'est des vrais sujets qui sont devant nous. C'est comment on se saisit, comment on maîtrise ces données. Il y a énormément d'enjeux, énormément de questions. C'est toutes les problématiques de territoire intelligent. Je pourrais en faire une conférence complète. Ce n'est pas l'objet aujourd'hui. Ce qui est nouveau également, et ça, les travaux de l'Observatoire Data Publica le montrent, c'est que ces sujets, jusqu'à il y a 2-3 ans, étaient des sujets réservés plutôt aux grandes villes, avec quelques exceptions tout à fait expérimentales. Et dans les exceptions, il y a justement ce qui a été fait par Réseauville dans les quartiers de l'Ouest. Mais globalement, quand même, ces sujets étaient réservés aux grandes villes parce que c'est des investissements. Pour être capable d'accéder à ces données, il faut mettre des capteurs, des systèmes de collecte de données, des plateformes de données pour les traiter, faire de la data visualisation, faire de la data science, de l'analyse algorithmique de ces données pour améliorer le fonctionnement de ces systèmes dits très intelligents. Et il y a 4-5 ans en arrière, a été paru un rapport de la Caisse des dépôts et consignations qui disait Smart City versus Stupid Village. Sous-entendu, il n'y a que les grandes métropoles. Et c'est vrai qu'en 2018-2019, il y avait 25 territoires en France. Il y avait 2-3 régions et des grandes métropoles qui se saisissaient de ces questions. Ce qui change de façon radicale depuis 2-3 ans, c'est que énormément de petites collectivités se saisissent du sujet. On a publié une étude il y a quelques mois en arrière. On estime qu'il y a plus de 200 territoires aujourd'hui en France, y compris des petites communes, qui sont en train de déployer des outils de ce type-là. Et ça n'est pas sans poser de nombreuses questions. Des questions et en même temps des opportunités. Et là, on n'a pas le temps de tout détailler ce matin. Vous dire que ça ne concerne pas que les installations techniques. Ça concerne aussi des sujets qui sont ceux du social, qui sont ceux des parcours des personnes qui sont à certains moments dans leur vie dans des situations de difficulté par rapport à l'emploi, par rapport à la santé, par rapport à des parcours résidentiels. Et je vais vous donner quelques exemples de ces innovations qui sont possibles avec de la data. Alors d'abord, un mot là-dessus. L'innovation avec de la data, c'est l'un des sujets de votre cycle de l'ORIV. Elle vient de deux choses qui sont souvent combinées. L'innovation, c'est d'abord parce qu'on accède à des nouvelles données. Et ça, c'est quelque chose d'important. On va s'y arrêter à travers quelques exemples. Et Émilie vous dira le type de données qui ont été utilisées dans les QPV de l'ouest de la France. Et vous allez sans doute être surpris de voir ce qui a été fait. Et puis ensuite, il y a des nouveaux procédés. Et souvent, c'est la combinaison des deux. On va accéder à des données nouvelles qui racontent une histoire, qui nous permettent de mieux comprendre la réalité de la vie dans les quartiers. Et on va utiliser de nouveaux procédés, soit de visualisation de données, soit d'analyse avec des algorithmes qui vont faire des croisements un petit peu inhabituels. On va croiser avec des méthodes inhabituelles des données nouvelles avec des données anciennes qui gardent toute leur valeur et toute leur importance. Et puis, parfois, c'est un petit peu les deux. Et ces algorithmes, ils peuvent y compris aujourd'hui embarquer des systèmes d'intelligence artificielle. On y reviendra si vous le souhaitez en quelques minutes dans les questions-réponses tout à l'heure. Là, vous avez à l'écran un truc qui est absolument incroyable, que je vous conseille d'aller voir, qui a été développé depuis 3-4 ans maintenant par le MIT dans le Massachusetts, à Boston, qui est un système pour visualiser la mixité sociale. Ils ont utilisé pour ça une source de données la plus incroyable qui existe et que nous connaissons tous sans en mesurer l'importance, c'est nos smartphones. Nos smartphones qui nous géolocalisent en temps réel partout, qu'on le veuille ou non, qu'on en soit conscient ou pas, et parce qu'on oublie de décocher des cases géolocalisation, on accepte des choses et puis après on ne les supprime pas, etc. Qu'est-ce qu'ils se sont posés comme question? Ils savent, dans des villes américaines, et vous irez sur le site internet, vous verrez qu'il y a plusieurs villes qui sont traitées de cette façon-là, ils savent qu'il y a, on va faire simple et caricatural, vous m'en excusez, il y a des ghettos dans lesquels on va retrouver tel et tel type de population à la périphérie des villes. Et la question qui s'est posée, c'est les gens qui habitent dans ces quartiers, qu'est-ce qu'ils fréquentent en vrai dans la vraie vie? Ils habitent dans des ghettos, mais où est-ce qu'ils fréquentent des lieux de culture? Où est-ce qu'ils fréquentent des lieux de restauration? Où est-ce qu'ils fréquentent des lieux de spectacle? Et puis, il y a des gens qui habitent dans le centre-ville. Bobos, population aisée,
et eux aussi, qu'est-ce qu'ils fréquentent. Et grâce à l'utilisation massive de données de téléphonie, ils se sont rendus compte de choses très intéressantes, c'est que les gens des quartiers ne vivent pas que dans les quartiers, bien évidemment, mais on revoit les endroits dans lesquels ils vont ensuite consommer, se cultiver, assister à des spectacles, etc. Et on voit les lieux dans lesquels les populations se mixent. Et on voit même des lieux dans les quartiers où, excusez-moi de le dire comme ça, mais la population bobo-bourgeoise du centre-ville vient s'encanailler. Et ça, c'est des choses qui sont extrêmement intéressantes à creuser. Allez vous balader sur ce site, tout est interactif. C'est un usage extrêmement innovant de la data, mais qui nous dit beaucoup de choses. Vous travaillez tous sur le bilan de vos contrats de ville qui se terminent. Vous allez travailler sur les futurs contrats de ville. Si je prends l'exemple de la culture, ça a été mon métier pendant de nombreuses années, de gérer des dispositifs de culture dans les quartiers, dans une grande ville de l'Essonne. On sait ce qu'on injecte comme moyen pour une offre culturelle dans les quartiers, que je prends culturel au sens large du terme, culturel, socio-culturel, socio-éducative. Est-ce que l'on connaît la réalité des pratiques culturelles des habitants des quartiers? Aujourd'hui, il y a des datas qui nous permettent de le faire. Ça pose malgré tout quelques questions parce que ces datas peuvent être assez intrusives. Il y a des questions éthiques, il y a des questions juridiques, il y a plein de choses derrière, de précautions à prendre. Émilie vous dira comment on a traité tout ça parce qu'on a innové dans l'Ouest, mais on n'a pas fait n'importe quoi. Et on l'a fait dans un cadre éthique extrêmement rigoureux, extrêmement contrôlé. Un autre sujet intéressant, les îlots de chaleur. On en a beaucoup parlé cet été avec la canicule. C'est un sujet hyper tendance. Toutes les agences d'urbanisme, il y en a peut-être, je n'ai pas regardé et puis j'ai vu que vous aviez travaillé avec l'ADEUS lors de la première réunion du premier cycle, et je connais plusieurs agences d'urbanisme du Grand Est avec qui nous travaillons avec le conseil régional dans Data Grand Est. Il y a des travaux qui sont faits aujourd'hui partout en France pour identifier les îlots de chaleur. C'est bien, c'est important. On va avoir des caractéristiques, on va connaître un certain nombre de choses à faire pour lutter contre ces îlots de chaleur. On va replanter des arbres, etc. On va déminéraliser les cours d'école. Tout ça, c'est très bien. Mais ce qui est aussi très intéressant, et là, c'est un exemple qui nous vient de nos amis de Montréal, où j'ai la chance de travailler très régulièrement. Eh bien, à Montréal, ils ont croisé les données sociodémographiques, socio-économiques avec les données d'îlots de chaleur. Et ils ont publié une data visualisation, ce que vous avez sous les yeux. Il y a eu des cartes, ça fait beaucoup de bruit dans les médias nationaux au Canada, où ils ont montré en gros que des îlots de chaleur, il y en a un peu partout. La canicule, on en souffre beaucoup dans les grandes villes canadiennes et notamment à Montréal. Mais si on est d'origine étrangère et à faible revenu, eh bien, on en souffre beaucoup plus que si on est d'origine canadienne et avec une population aisée. Voilà le genre de croisement extrêmement intéressant à faire. Et par exemple, je vous incite à réfléchir, et je sais qu'il y a un programme notamment de l'ANRU, mais il n'y a qu'une trentaine de quartiers, sur le programme Quartier Résilient qui a commencé à travailler là-dessus, mais à regarder ce type de données d'îlots de chaleur qui sont aujourd'hui produites par toutes les collectivités, à les croiser avec les données des quartiers pour essayer de voir la manière dont des inégalités aussi liées au climat sont en train d'apparaître. Voilà des choses innovantes que nous pouvons faire. Je laisserai Émilie vous présenter dans le détail le programme Data et Quartier. C'est exactement ce type de démarche qui a été engagé sur des sujets divers et variés sur lesquels on va revenir en détail. Trouver des données nouvelles pour traiter de façon innovante des problématiques réelles que vous connaissez tous en étant acteurs de ces politiques au quotidien et le faire avec des conditions de maîtrise absolue, par contre, des conséquences du recours à la data science et à ces outils. En effet, ces sujets sont extrêmement sensibles. Je vous mets ici deux extraits de presse, mais j'en ai 25 ou 30 en réserve. Celle de gauche est très intéressante, c'est le journal local, Presse Océan, à Nantes, qui, il y a 5-6 ans en arrière, titre « Nantes, la métropole chasse nos données ». Et il y avait une double page à l'intérieur du journal qui expliquait comment la métropole de Nantes, comme d'autres ailleurs en France, utilise notamment des données issues de la téléphonie mobile, mais pas que, pour modéliser, comprendre notamment des problèmes de circulation à des fins de réduction de la pollution, de favoriser la mobilité, d'inciter les gens à utiliser le transport en commun. Et l'article, à l'intérieur, de façon très journalistique, très sérieuse, explique que ce sont des données anonymisées, que c'est légal, que c'est validé par la CNIL. Et pourquoi le journal a titré « La métropole chasse nos données » ? Parce que les journalistes ont considéré comme une part importante de la population que ça n'est pas naturel que des acteurs publics, fût-ce pour une mission d'intérêt général et des objectifs louables, et pour ce qui vous concerne, pour faire des diagnostics et construire des politiques de soutien aux quartiers les moins favorisés de notre pays, eh bien, s'il n'est pas naturel et logique que nous utilisions en tant qu'acteurs publics des données avec des outils qui
parce qu'on l'a tous en tête, viennent malgré tout de chez Google, Amazon, Facebook et les autres. Et ça, c'est des questions fondamentales qui se posent et il faut traiter des questions sensibles d'un point de vue juridique, d'un point de vue éthique, d'un point de vue technique, économique, managérial. Émilie en dira peut-être un mot. Utiliser massivement ces données, ça change la donne sur les métiers des collègues qui sont concernés, aussi bien dans un centre de ressources comme Réseauville que dans les villes qui ont été partenaires du programme, que des acteurs présents dans les quartiers. Ça pose aussi des enjeux démocratiques et politiques. Alors, je ne vais pas tous les détailler, on vous laissera la présentation. Pour respecter le temps, vous dire que parmi les enjeux juridiques, il y en a un qui est majeur, c'est la question de quelles sont les données accessibles en open data aujourd'hui. Toutes vos communes qui sont représentées ici sont soumises à des obligations d'open data. Ces obligations, elles sont en partie comprises, elles sont souvent en partie respectées sur certains points sensibles, mais par rapport à toutes les données qui pourraient être utiles au pilotage de la politique de la ville, il manque aujourd'hui de très nombreuses données que pourtant les communes en tout premier lieu, mais pas qu'elles, les EPCI, les départements sur l'action sociale, etc., les régions et aussi tout un tas d'autres acteurs publics nationaux sont supposés mettre aujourd'hui à disposition en open data. Elles ne le sont pas toujours, ou lorsqu'elles le sont, elles sont parfois périmées. C'est des vrais sujets, des enjeux importants pour nous. Il y a des enjeux importants également autour des données privées produites dans les territoires par des acteurs qui ont une mission de service public. Par exemple, sur des diagnostics liés aux accès, mobilité, déplacement dans les quartiers, est-ce que l'on a accès à toutes les données produites par les délégataires de services publics de mobilité? Est-ce qu'on a accès aux données produites par les délégataires de services publics sur l'énergie, par exemple? C'est un sujet majeur aujourd'hui. Moi, je pense que les grands boucliers nationaux sur le coût de l'énergie étant en train de disparaître, la question de la précarité énergétique des habitants des quartiers est une question qui peut aujourd'hui, d'un point de vue technique, par une identification extrêmement précise et même une prévention des situations les plus critiques, encore faut-il pouvoir accéder aux données. Et aujourd'hui, c'est un bras de fer qui est engagé dans un certain nombre de territoires pour des bonnes et des mauvaises raisons. Je ne lance pas la polémique sur les compteurs Linky, mais pour des bonnes et des mauvaises raisons, aujourd'hui, on a du mal à gérer ça. Il y a d'autres endroits, d'autres pays où cela se fait très bien, avec un très haut niveau de protection de la vie privée, malgré tout. L'open data, ça donne aussi accès à plein de choses. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent cette carte qui a été faite par un opérateur privé qui s'appelle Kumul, qui est l'un de mes confrères, qui a accédé en open data à la totalité des classements énergétiques de tous les logements sociaux de France. Cette carte, on vous donnera le lien. Vous la prenez, vous avez le classement énergétique de tous les logements sociaux en France et vous pouvez zoomer jusqu'au plus fin dans chaque quartier pour avoir l'ensemble de ces éléments. Donc, les bailleurs les ont par définition pour leur patrimoine, mais on a quelqu'un qui a réalisé une carte de tout cela à l'échelle de la France entière. Parmi les autres principes importants auxquels on est confronté, il y a des sujets liés à la transparence algorithmique. Je ne vais pas les détailler, simplement le résumer en un mot. Aujourd'hui, nous sommes tous tributaires d'algorithmes que nous utilisons tous les jours. Sur Google, quand on cherche quelque chose et on ne sait pas pourquoi on nous propose telle ou telle pub plutôt que telle autre. Sur Amazon, si on utilise Amazon, mais également quand on utilise Waze pour se déplacer et plein d'autres outils pour lesquels il y a énormément d'algorithmes et d'intelligence artificielle. Le service public utilise aujourd'hui de plus en plus d'algorithmes. On n'en est pas toujours conscient. Il y a Parcoursup qui est connu comme algorithme national. Les algorithmes qui sont utilisés par le service public doivent être rendus publics. C'est la loi, c'est même plus que la loi, c'est la Constitution, et c'est même plus que la Constitution, c'est l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 qui dit que chaque citoyen peut demander des comptes à son administration sur la manière dont des décisions sont prises. C'est un principe de redevabilité de l'action publique. Et appliqué au XXIe siècle, cet article de 1789 conduit à l'obligation de publier les outils algorithmiques quand ils sont utilisés. C'est ce qui a pu conduire, et là je vous ai mis un exemple qui est assez intéressant, un syndicat de salariés a attaqué le 1%, excusez-moi de le dire avec l'ancienne appellation, Action Logement, qui utilise des algorithmes d'attribution de logements pour savoir comment et pourquoi des logements ont été attribués à tel ou tel demandeur plutôt que tel ou tel autre. C'est des sujets qui sont devant nous. Bien sûr, dans le cadre juridique de tout ça, on veille à respecter le RGPD. Je le disais tout à l'heure, Émilie reviendra. Ces questions de data, elles posent des questions avec des nouveaux métiers. Laetitia, vous évoquiez donc la data science. J'en dis juste un mot. La data science, c'est la capacité que l'on a à manipuler ces données, non plus en faisant uniquement des statistiques à partir de données froides, comme on l'a toujours fait et comme il faut continuer à le faire pour des outils d'observation, mais en intégrant dans du code
des nouveaux modèles qui vont permettre de faire émerger des choses comme les exemples que je viens de vous montrer, des croisements, de l'optimisation en temps réel. La donnée chaude, c'est de la donnée en temps réel et qui vont être en fait manipulées par des gens dont le métier, c'est d'être comme autrefois et comme toujours par ailleurs, des statisticiens, des mathématiciens, et en même temps, ils font du code informatique. C'est ça un data scientist. C'est quelqu'un qui fait des statistiques de la probabilité des maths et du code informatique. Et c'est un métier sur lequel on a aujourd'hui une pénurie d'acteurs. C'est compliqué de les recruter, c'est compliqué de les encadrer, de les faire travailler. C'est des nouveaux métiers qui ne sont pas simples. Ça pose aussi plein de questions, tout ça. C'est qu'il y a de plus en plus de données, il faut les stocker. Où on les stocke? Dans quelles conditions de sécurité? Les attaques contre des collectivités locales en matière de cybersécurité se développent de plus en plus, sans parler parfois, puisqu'on est dans le Grand Est, d'un data center qui peut brûler à Strasbourg. Et on a des enjeux importants qui se posent à nous aussi si on commence à manipuler ces données de plus en plus importantes. En plus, ces données, elles ont de la valeur. Et vous allez le voir à travers ce qu'Émilie va vous présenter. Pour Data et Quartier, on a utilisé des données qui appartiennent à des entreprises privées qui ont accepté de les mettre à disposition dans une forme de mécénat de données, si vous voulez, gratuitement. Mais ces données, elles ont une valeur et elles peuvent aussi être achetées. Ça veut dire quoi aujourd'hui? Détenir des données intéressantes. Est-ce qu'en tant qu'acteur public, on peut les vendre? Moi, je vous dis tout de suite, il vaut mieux l'éviter. Et puis, le principe de l'open data, c'est que la donnée publique, elle est gratuite. Mais est-ce qu'on doit aussi acheter des données à des acteurs privés pour faire un certain nombre de choses? Si on veut faire ce qui a fait le MIT à Boston sur la mixité sociale, et si on veut des données de flux téléphoniques, vous pouvez le faire pour un quartier. Vous pouvez, pendant 6 mois, récupérer toutes les données de flux téléphoniques d'un quartier pour savoir qui rentre, qui sort, combien de temps, les gens qui bougent, ceux qui se déplacent, ceux qui vont en vacances, d'où viennent les visiteurs extérieurs, seront anonymisés. Vous ne saurez pas qui c'est, mais vous aurez ce qu'on appelle les données flux. Ça coûte très cher. Aujourd'hui, on peut le faire, ça peut être utile. C'est utilisé dans plein d'autres domaines, dans des domaines culturels, c'est utilisé pour du développement économique, c'est utilisé dans certaines études d'urbanisme, mais ça coûte très cher. Il y a des enjeux derrière tout ça, y compris environnementaux. Aujourd'hui, la data, la transporter et la stocker, ça consomme énormément d'énergie. La trajectoire globale du numérique dans notre planète n'est pas soutenable. Le coût, l'impact environnemental du numérique est absolument délirant et ne tiendra pas les trajectoires, ne permettra pas de tenir les trajectoires qu'on veut tenir pour les années qui viennent. Et donc, je vous parle là de big data, d'algorithmes, d'intelligence artificielle, ça consomme beaucoup. Donc, il faut savoir aussi raison garder. Moi, je ne suis pas du tout là pour vous dire, allez-y, il faut absolument faire du big data partout. Non, il faut choisir les sujets sur lesquels on pense qu'avec un certain volume de données, on est capable d'avoir des enseignements utiles, intéressants, et puis il ne faut pas les conserver après, il faut les supprimer. C'est un point sur lequel on a beaucoup travaillé avec Réseau. Et puis, il y a des questions éthiques, parce qu'il y a le juridique, c'est bien, mais il y a aussi l'éthique. Appliquer le RGPD, c'est très bien. Prendre le temps d'expliquer aux habitants des quartiers ce que l'on fait avec les données, c'est autre chose. C'est des choses, je dis souvent à des maires ou des présidents qu'on peut rencontrer, vous savez, Facebook fait beaucoup de bêtises avec les données des membres du réseau social. Ils font des choses illégales et ils se font taper par la CNIL et c'est tant mieux. Mais Facebook fait aussi beaucoup de choses légales avec de la data, notamment de la publicité, etc. Et on n'aime pas, mais c'est autorisé. Évidemment, un acteur public, il ne va pas faire la même chose. A fortiori, quand on utilise des données sensibles. Et dans vos métiers, on croise des données sensibles. On va parler de données sociales, on va parler de données d'origine des populations, un sujet particulièrement complexe. On va parler de données de sécurité, de délinquance, on va parler de décrochage scolaire, et de tout un tas de choses qui peuvent être stigmatisants pour les populations. Et il y a des éthiques professionnelles à intégrer aujourd'hui au niveau de la gestion des données. Il y a des enjeux démocratiques également, plus globalement, qui concernent la transparence. Comment est-ce qu'on explique ce qu'on est en train de faire? Le fait de retourner vers les habitants, parce que plus on utilise ces outils, plus la mise en œuvre de l'action publique devient complexe, plus il y a un risque qu'au-delà de la fracture numérique, il y ait une fracture démocratique. Je passe parce que j'ai été trop long et je vais laisser Émilie vous présenter dans le détail une mise en œuvre de ces principes que je vous ai présentés à Grande Marche dans l'ouest de la France. Émilie, je te propose, si tu en es d'accord, d'arrêter le partage et que tu prennes la main. Ça sera plus facile pour toi d'avoir les diapositives. Ça te convient? Ça me convient, Jacques. Merci. Bonjour à tous. On enchaîne directement. Je suis désolée, ça peut être un peu à marche forcée. Mais comme le disait Laetitia, comme on a comme c'est dense, je vais essayer
de le faire assez rapidement. Donc, qu'est-ce qu'après la présentation de Jacques Priol, un centre de ressources politiques de la ville vient faire là? Eh bien, en fait, on s'est… attendez, je regarde juste l'heure pour voir. Okay. Eh bien, en fait, en 2018, effectivement, c'était, comme le disait Jacques, la grande arrivée des sujets de la data dans nos villes. Et puis, on avait des choses qui commençaient un peu à nous questionner sur, finalement, tous les sujets data sont dans les hyper-centres-villes, et ne va-t-il pas y avoir un sujet d'inégalité intraterritoriale puisqu'on ne traite pas les données de la même manière? Donc, on s'est lancé dans cette expérimentation en 2018, je le rappelle, qui était quelque part d'utiliser ces outils de la data science au service des quartiers populaires, en se disant que ça nous permettrait probablement d'améliorer la connaissance et l'observation des quartiers. L'idée étant qu'on souhaitait travailler notamment sur le fait de s'acculturer nous-mêmes pour comprendre comment est-ce que ces nouveaux outils pouvaient faire bouger quelques lignes, et bien entendu, parce qu'on est un centre de ressources politiques de la ville, de documenter toute cette expérimentation et tout ce programme-là que vous trouvez en open data sur notre site Réseau Ville, et puis qui est disponible aussi chez nous. Alors, en 2018, et Jacques le rappelle très bien, en 2018, les sujets étaient des sujets qui étaient peu utilisés dans la politique de la ville. L'open data venait juste d'arriver, comme le rappelait Jacques, la RGPD venait juste d'arriver aussi, et finalement, ces outils-là n'étaient utilisés que dans les grands centres urbains, dans les grandes métropoles. Ça avait un peu valeur de… je ne vais pas dire de gadget, mais enfin, on utilisait ça pour essayer de simplifier la vie des habitants, et particulièrement ceux du centre-ville. Donc, c'est vrai qu'en 2018, il a fallu réellement travailler et se mettre en situation de mobiliser un peu tous les acteurs pour mettre en place ce programme. Comment on a travaillé? On a travaillé avec tous les territoires de Bretagne, Pays de la Loire, et des acteurs privés qui sont venus avec nous, puis bien entendu l'Agence nationale de cohésion des territoires qui nous a fait confiance et qui s'est lancée dans ce programme-là avec nous sur les 3 ans. Les 3 ans de programme étaient importants parce que en une année, nous n'aurions été que, entre grands guillemets, gadgetisés. En 3 ans, ça nous a permis d'atterrir aussi sur des certitudes, et j'y reviendrai plus tard. Qu'est-ce qu'il nous a fallu faire? D'abord, il nous a fallu sensibiliser. Qu'est-ce que de la donnée? De quoi on parle? On a sensibilisé partout, on a sensibilisé les élus, on a sensibilisé les équipes de la politique de la ville. On a aussi fait une sensibilisation auprès des conseillers citoyens de Bretagne, Pays de la Loire, sur ces questions en fait de data science, sur ces questions de big data, comme on l'appelait à l'époque, etc. On s'est formé à la méthodologie de projet data. La méthodologie de projet data, elle est assez simple, elle est de se mettre tous ensemble et de se dire quelles questions on veut se poser, et selon la question que nous nous posons, quelles données nous allons chercher. Parce que comme le disait Jacques tout à l'heure, eh bien, en fait, plus ça va, plus il y a des données. On est face à des océans monstrueux et massifs de données. Donc, on ne peut pas se dire, tiens, on va utiliser les données. Oui, mais lesquelles? Et donc, quelles questions on doit se poser? Donc, c'est intéressant parce que dans une méthodologie dite de projet data, eh bien, d'abord, on se pose la question de quel cas d'usage on veut mettre en place. En fait. Ça change un tout petit peu nos méthodes et nos façons de faire. On a travaillé sur 3 projets, sur 3 thématiques: la thématique emploi, la thématique santé et la thématique mobilité. Je vais faire un tout petit zoom rapide sur 2 thématiques, la thématique emploi et la thématique santé. Sachant que sur la thématique santé, on a abordé 2 questions qui sont les questions des fragilités face au Covid et les questions d'accès à la C2S, donc ex-CMU, de non-recours à la C2S. Sur le sujet emploi, on s'est posé une seule question, c'est… Je vais faire une petite blague. Faut-il vraiment traverser la route pour trouver un emploi? En clair, quelle est la distance réelle entre les demandeurs, les attentes des demandeurs d'emploi et les offres qui correspondent aux attentes des demandeurs d'emploi? Voilà, ça c'était la question. Donc, nous sommes allés chercher 3 jeux de données qui n'étaient pas, à l'exception de TomTom, qui n'étaient pas accessibles en open data. Identifier on est allé chercher les données chez Pôle emploi, qui sont les données d'inscription par code ROM. En fait, chaque habitant des quartiers prioritaires s'inscrit dans un code en fonction de la demande qu'il fait. Donc ça, c'était des données qui n'étaient pas accessibles en open data. Donc on a identifié pour les 78 quartiers prioritaires les 20 emplois les plus demandés par les demandeurs d'emploi de ces 78 quartiers prioritaires. Là déjà, on a une première visibilité qui est intéressante, c'est que chaque quartier n'a pas les mêmes demandes, en fait, n'a pas les mêmes
les mêmes demandes d'emploi, on va dire les choses comme ça. Donc, finalement, déjà, on a une première demande et on a une première, visibilité qui est assez intéressante sur des données qui n'étaient pas accessibles. Puis, nous avons mixé ça avec les offres d'emploi qui correspondent à ces attentes en travaillant, Jacques le disait tout à l'heure, avec Randstad qui a fait du mécénat de données, effectivement, qui ne nous a pas fait payer les données qui sont là. Et Randstad, en fait, tous les jours, il scrape 11 000 sites d'offres d'emploi, en fait, et on l'a géolocalisé grâce à un outil de calcul de distance que vous connaissez tous, qui est TomTom. Donc là-dessus, ce qui est intéressant sur ce groupe, c'est qu'on a mixé des données qui sont des données plutôt publiques, des données privées et des données qui étaient des données en open data, qui étaient les données TomTom. Ce qui nous permet d'avoir des types de visualisation qui sont assez intéressantes, qui est la distance, on va dire kilométrique, la répartition des codes ROM, comme je vous le disais tout à l'heure, et donc d'avoir une visibilité, on va dire, un peu réelle sur chacun des quartiers prioritaires. Ce qui fait que, en tout cas à l'échelle de la Bretagne et des Pays de la Loire, on a identifié 3 types de territoires qui sont les territoires dits plutôt ruraux. À Fontenay-le-Comte, par exemple, la distance moyenne pour un demandeur d'emploi, c'est 22 km, ce qui, bien entendu, questionne des choses telles que le prix de l'essence, l'accès au permis de conduire, l'accès au covoiturage, etc., etc. Donc, on a identifié sur toutes nos régions et quartier par quartier une typologie du quartier avec plutôt 3 grands, après ça a été le travail du centre de ressources, mais en tout cas 3 grandes logiques de territoire. Avec d'ailleurs, et bon, ça c'est la petite particularité de l'Ouest, on s'est rendu compte que les villes qui étaient les villes de bord de mer fonctionnaient à peu près de la même manière. Vous avez ici Saint-Nazaire. Et donc, on a, et c'est accessible sur le site, une database, on va dire là, assez dynamique, où on peut choisir la Bretagne ou les Pays de la Loire, et puis chacun des départements et chacun des quartiers. Et tout ça, c'est accessible sur le site. Et les données, ce sont des données qui sont des données qu'on a analysées sur une année entière. Voilà. Ça, c'est pour l'exemple du groupe emploi. Pour la santé, on s'est posé la question, et elle est massive quand on est dans la politique de la ville, du non-recours à la C2S. Et donc, là, encore une fois, on a été travailler sur 2 types de données, les données INSEE et les données, là, on a fait un partenariat avec la CNAM pour avoir les données de la CPAM, en fait, de non-recourants. Et là, on a été un peu surpris parce qu'au tout début, ici, vous avez la ville de Nantes. Au tout début, on a eu en pourcentage, on va dire, les non-recourants, soustraction basique de non-recourants avec les données de l'INSEE et les données de la CNAM. L'hypercentre-ville de Nantes était celui qui avait le plus de non-recours. L'hypercentre-ville, c'est quand même assez bourgeois à Nantes. Donc, c'est celui qui avait le plus de non-recours. Mais évidemment, quand on le fait en numéraire, et là, vous avez le nombre de personnes, donc les points, les plus gros points sont les points où il y a les quartiers prioritaires. Quand on le fait en numéraire, eh bien, on voit bien que ce sont les quartiers qui n'ont pas le plus de taux de non-recours, mais le plus de non-recourants à la C2S. Et ça, on l'a pour les 78 quartiers prioritaires de Bretagne, Pays de la Loire. Et ce qui est intéressant, en fait, attendez, excuse-moi. Ce qui est intéressant, c'est que moi, en tant que centre de ressources, en l'espace d'un travail méthodologique de data science et de travail avec les acteurs, je peux présenter à tous les territoires ces données-là, en fait, qui sont des données qu'on peut avoir assez rapidement, à l'exception de l'arrivée de la donnée. Bref, ça, on y reviendra. On est un programme et la question éthique s'est bien entendu posée à nous rapidement. On est le premier projet à avoir été labellisé Equitia, donc il y a un label éthique de gestion de la donnée. On en est fiers parce qu'effectivement, ce sujet éthique est un vrai sujet, particulièrement quand on travaille et qu'on parle de données qui sont des données sociales ou de données de santé, etc. Donc, on a répondu à des critères, une critérisation sur des tableaux Excel que je vous laisse imaginer, qui nous labellisent, on va dire, sur une gestion éthique de la donnée. Ces 3 ans d'expérimentation, ils nous ont amené 2 certitudes. La première, c'est qu'on ne va plus pouvoir faire sans la gestion de l'observation par la data.
ça va être compliqué pour nous, centres de ressources, d'imaginer sortir de cette question-là. Pourquoi? Parce qu'au-delà de la question de l'observation, qui est de l'observation en flux, ces outils-là sont aussi des outils d'aide à la décision, pardon, qui sont des outils intéressants pour tous les territoires. Muriel Mafessolier le disait tout à l'heure. Chez nous, on a des territoires qui sont très forts, enfin, très dotés en ingénierie, puis des petits territoires. Pour ces petits territoires, pouvoir gérer par l'observation notamment et éventuellement la décision publique par la donnée peut être une vraie réponse. En tout cas, nous, ce qui nous a, et ça paraît comme évident, c'est le vertige des données et ce qu'on pourrait utiliser comme données pour observer différemment les territoires. On parlait tout à l'heure des données des bailleurs sociaux, par exemple, des données des conseils régionaux, des conseils départementaux, etc. Toutes ces données-là sont des données qui peuvent nous permettre d'observer différemment les quartiers à des échelles qui sont des échelles vraiment de quartier. Ça, c'est pour notre premier enseignement. Donc aujourd'hui, à Réseauville, on se pose vraiment la question de savoir si on ne va pas recruter un data scientist, hein, parce que le besoin, il est réel. Et en tout cas, notre centre de ressources s'est organisé de cette manière-là. Nous avons été interrogés, et ça, c'est le rapport que vous connaissez tous de l'acte 2 de la politique de la ville, qui était le rapport rendu par Nadia Hay, qui parle effectivement de data et quartier, et qui nous dit qu'il est plus que temps de lever le voile de l'ignorance pesant sur la connaissance des quartiers en faisant de la data science un outil de la politique de la ville. La réalité, c'est que si aujourd'hui nous n'y allons pas, en fait, on va prendre beaucoup de retard et que ce retard-là, c'est un retard qui sera pris probablement au détriment des habitants des quartiers prioritaires. Donc, pour finir rapidement, puisque c'est le temps qui nous était imparti, pour finir rapidement, nous, à Réseauville, on souhaite généraliser cette méthode au niveau local avec des thèmes qui sont extrêmement nombreux. Si on fait le rapport du nombre de jeux de données qu'on a et de ce qui pourrait être amené à être observé dans les territoires, on va dire, c'est même enthousiasmant comme projet. Nous, on souhaite le généraliser au niveau national. Nous avons fait la proposition qu'il y ait des clauses data dans les contrats de ville. Des clauses data, c'est qu'à minima, les partenaires qui s'engagent en fait dans les contrats de ville puissent s'engager à mettre des jeux de données à disposition. Alors, pas tous, c'est selon des cadres qui sont bien précis et on y travaille actuellement, etc. Mais dans tous les cas, ce programme-là, aussi complexe a-t-il pu être, est extrêmement enthousiasmant, et notamment sur la question d'une observation qui peut être différenciée au profit des territoires les plus fragiles de nos territoires. Voilà, pour le faire un peu vite sur ces questions-là. Et bien entendu, tout ça est à disposition sur notre site Internet. Je me permets juste de dire, quand on a commencé à, entre guillemets, sensibiliser ou parler de ces outils-là il y a 3 ans, on avait des sujets qui étaient effectivement des sujets de l'ordre de la garantie éthique. Et ce qui est intéressant, et je le dis vraiment parce que c'est notre fierté, c'est cette question éthique qui est nécessaire. Les sujets d'intérêt général aussi de la donnée, Jacques en parlait fort justement, de la responsabilité que chaque territoire peut avoir à réfléchir sur les données qui sont à disposition, mais aussi la structure nationale, on va dire les ministères, etc. C'est qu'il y a un moment, tout ça doit être structuré au bénéfice des quartiers. Et enfin, je le dis parce que notre sensibilisation auprès des conseillers citoyens a été riche d'enseignements, parce que le fait que nous soyons en responsabilité de ces sujets-là est peut-être même un peu rassurant pour les conseillers citoyens. C'est-à-dire qu'on entend beaucoup, comme disait Jacques, c'est Google qui gère nos villes, etc. Et que nous soyons en responsabilité de réfléchir par rapport à ça, c'est important. J'aurais peut-être une question, Émilie, pour le coup, s'il n'y en a pas. Tu évoquais le fait qu'on peut difficilement aujourd'hui, en centre de ressources, ne pas réfléchir autour de ces enjeux-là. Mais finalement, j'allais dire, au-delà de nous, centres de ressources, on a invité là en se disant comment les acteurs peuvent s'en saisir. J'aimerais bien, alors que ce soit que toi ou Jacques, peut-être nous dire finalement ce que ça peut représenter en termes d'investissement. Parce que je trouve que c'est aussi un élément important. Il faut qu'on se l'approprie en termes de réflexion de fond,
mais il y a aussi derrière la question qui se pose, bon, bah, qu'est-ce qu'il nous faut pour qu'on soit capable de s'en saisir? Voilà, je me permets cette petite question complémentaire par rapport à tout ce que vous avez dit et à tout état, l'enthousiasme qu'on a, nous, pour le travail que vous avez fait et que je vous remercie encore à nouveau. Peut-être, Émilie, si tu m'y autorises de façon un peu globale, vous dire que ce sujet, effectivement, il prend une place importante dans de nombreuses collectivités aujourd'hui. On va partir des collectivités parce que je pense que c'est là que sont au départ les ressources chez les acteurs publics locaux, que l'on a bien sûr une vingtaine de grandes métropoles en France dans lesquelles on a aujourd'hui 7, 8, 9, 10 personnes qui sont en charge de la donnée dans des organisations différentes. Ce n'est pas toujours une équipe data en tant que telle, mais on a des directions de la donnée qui se créent aujourd'hui dans quelques collectivités territoriales. On a cette fonction, je suis passé un peu vite tout à l'heure, mais qu'on appelle de Chief Data Officer, d'administrateur des données. C'est une fonction qui émerge dans un certain nombre de collectivités. On a même des collectivités qui recrutent des data scientists. Je pourrais citer Toulouse, où il y a une équipe de 6 ou 7 data scientists. Mais là, c'est un cas un peu à part parce qu'ils ont été chercher plusieurs millions d'euros de subventions en amont pour pouvoir le faire. Mais on a aussi aujourd'hui beaucoup de villes de taille moyenne, des EPCI de taille moyenne, voire petite, qui se saisissent de la question, alors de façon très pragmatique. Il ne s'agit pas de le faire de façon théorique, c'est de se dire sur tel sujet prioritaire, on va pendant quelques mois essayer de voir quelles sont toutes les données dont on dispose. Les nôtres d'abord, et ça c'est un premier sujet, c'est qu'on en a beaucoup des données, et nous on a tendance à considérer que la donnée aujourd'hui c'est un patrimoine, on n'en est pas toujours conscient, la fabrication de l'action publique produit de la donnée, mais on ne l'observe pas comme étant un moyen en soi, on l'observe comme étant une conséquence de l'action publique, et puis après on va chercher les données de l'INSEE ou autres pour essayer d'avoir une espèce de retour sur ce que l'on a fait, et ça ne suffit pas, en tout cas ça n'est pas aujourd'hui à la hauteur des possibilités que la data offre. Ça ne veut pas dire que si on ne fait pas de la data, on n'est pas bon. Hein. Encore une fois, et puis tous les métiers de l'action publique ne vont pas être concernés, mais particulièrement sur la politique de la ville aujourd'hui. Et le rapport, excusez-moi, je le dis le rapport Bourguignon, mais ce n'est pas que lui, le rapport que Émilie a présenté tout à l'heure, le dit de façon un peu brutale. C'est que les outils d'observation des quartiers ne sont pas aujourd'hui à la hauteur de ce que l'on pourrait faire par rapport à ce qui existe en place à différents niveaux. C'est vrai au niveau national, où on a un petit peu cassé l'outil d'observation, je le dis de façon un peu crue, mais j'ai pu le dire à différents niveaux, y compris au niveau ministériel, et puis je ne suis pas le premier à le dire, il y a beaucoup de chercheurs qui ont publié des choses sur le sujet, mais au niveau local, c'est un petit peu la même chose, parce que vous avez tout un tas d'indicateurs sur les actions que vous engagez, mais on n'a pas nécessairement construit les outils pour observer non pas les effets, ça c'est une question bien sûr en termes d'évaluation, mais aussi il y a plein de moyens aujourd'hui de mesurer ce qui se passe dans ces quartiers, y compris en temps réel ou quasi réel, et pas uniquement tous les 6 ans. Je caricature en disant ça, hein. Peut-être que ça choque certains d'entre vous par rapport à vos pratiques professionnelles, mais globalement, je pense qu'on fait un gros focus tous les 6 ans. Et on pourrait avoir autre chose. Alors, comment ça se gère? La première étape, et Émilie l'a dit, et c'est ce que vous êtes en train de faire ce matin, c'est d'essayer d'abord de comprendre comment ces mécanismes fonctionnent, parce que c'est ce qu'on appelle la culture de la donnée. Les anglo-saxons appellent ça le data mindset. C'est une manière de se dire, c'est la méthode qu'Émilie a présentée en 2 slides, c'est quoi mon problème? Et il y a des méthodologies pour dire, face à cette question, comment je vais aller chercher les données qui vont être utiles? Parce que des données, il peut y en avoir beaucoup, on peut avoir le sentiment d'être perdu. Il y a besoin d'une méthodologie pour savoir ce qu'on va aller chercher. Et après, il faut déjà une autre compétence, c'est la capacité à organiser le travail autour de la data. Et ça, c'est des choses, effectivement, c'est des métiers qu'on n'a pas trop l'habitude d'avoir. Donc, c'est des gens qui vont se former, c'est peut-être à certains égards des recrutements. Émilie nous disait que pour Résolville, ils envisagent de faire un recrutement sur le sujet. C'est des gens qui vont être capables de mélanger à la fois une compétence juridique, une compétence technique, une compréhension de comment tout ça fonctionne. Et ça n'est pas évident à gérer. Effectivement, ça ne s'improvise pas. Alors, tout seul, dans chaque commune, ce n'est pas toujours facile. On va mutualiser des moyens. Dans votre région, j'en profite, et vous avez une démarche qui s'appelle Data Grand Est. Certaines des collectivités qui sont présentes autour de la table sont impliquées dans Data Grand Est. Au départ, Data Grand Est, c'est un super système d'information géographique régionale qui est en train de devenir un système polyvalent sur tout un tas de données. Et Data Grand Est, par exemple, finance aujourd'hui des formations et de l'accompagnement pour des acteurs territoriaux dans un certain nombre de domaines. Ce serait intéressant d'ailleurs de les contacter et de savoir s'ils ne souhaiteraient pas engager une initiative à vos côtés avec l'ORIV en faveur
des données qui concernent la politique de la ville. Ça peut être un des sujets des mois qui viennent pour eux, vu l'urgence et l'importance de ce que vous avez à faire en fin de contractualisation et préparation des contrats suivants. A fortiori, si ce qui nous a été dit au ministère comme hypothèse est confirmé, et c'est vrai que le travail d'Émilie et de l'équipe de Réseauville y a très fortement contribué, a fortiori, si dans les prochains contrats de ville, il y a vraiment des clauses data. Ça, c'est des choses qu'on connaît. Je vous ai parlé tout à l'heure au début des villes intelligentes Smart City. Aujourd'hui, dans les contrats liés à l'éclairage public, à la gestion de l'eau, à la gestion des bus, à la gestion de tous ces métiers-là, aujourd'hui, il y a des clauses data. Les villes ont compris qu'il y avait un enjeu majeur à dire qui maîtrise la donnée, pourquoi faire, où est-ce qu'elle est stockée, comment on y a accès pour maîtriser ces fonctions urbaines. Et bien, demain, dans les contrats de ville, on peut tout à fait imaginer que les partenaires signataires se mettent d'accord sur le fait que dans les 6 ans qui viennent, il va y avoir ce travail qui va être organisé autour de la gestion des données pour pouvoir avoir des outils de pilotage des contrats de ville et non plus simplement d'évaluation à mi-parcours ou à la fin, mais des outils de pilotage des contrats de ville. Ça permettra de faire du sur-mesure peut-être. Vous avez sans doute le sentiment, c'est généralement très partagé, qu'il y a un certain nombre de mesures qui arrivent globalement, on a négocié les enveloppes, ensuite l'argent arrive, d'accord, mais il n'y a pas nécessairement de prise en compte de la réalité de vos territoires, même si ça a été bien écrit dans le contrat initial. Derrière, la mise en œuvre, elle est un petit peu en mode rouleau compresseur, et puis sans parler du droit commun dans les quartiers, évidemment, qui est un sujet majeur que la data doit nous permettre d'identifier. Ça, c'est vraiment un enjeu clé, et on voit bien que techniquement, aujourd'hui, on est capable de le faire, mais il faut s'organiser pour ça. Voilà, j'étais un peu long, je m'en excuse. Émilie, tu voulais peut-être réagir ou compléter? Moi, je dis en tant que centre de ressources que je suis, c'est ce que je présente aujourd'hui, donc je parle en tant que centre de ressources. Jacques le disait fortement, moi, à titre personnel, je ne suis absolument pas du tout issue des questions de la donnée, etc. Donc, s'il m'avait été un jour dit, tu présenteras un programme data et quartier, j'aurais dit n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Je mesure à quel point, si nous ne nous saisissons pas de ces questions-là, d'abord, d'autres le feront et probablement, ça créera, et là, comme notre hypothèse de départ est réelle, et ça créera des inégalités territoriales fortes. Je mesure aussi à quel point, à l'échelle, cet outil de la data science, il est aussi tout à fait, en tout cas pour les 3-4 cas d'usage que nous avons fait, c'est sur data et quartier, il est particulièrement riche et important pour les petits territoires, précisément ceux qui n'ont pas d'ingénierie. Alors oui, c'est sûr qu'à Nantes Métropole, on a un service entier qui travaille sur la question de la donnée, qui a fait il y a tout un tas de trucs qui sont super d'ailleurs, et voilà. Mais pour Concarneau, pour Saint-Brieuc, je ne vais pas citer tous les petits territoires qu'on a, eh bien, arriver, et là, je le dis vraiment, arriver avec voilà, messieurs les élus, voilà, monsieur le chef de projet politique de la ville, les 20 emplois les plus demandés par vos habitants des quartiers prioritaires, parce qu'on a réussi à le sortir, parce que dans ce programme-là, eh bien, je peux vous garantir que la mission locale, elle ne va peut-être pas voir les choses de la même manière quand elle va mettre son bus de l'emploi dans son quartier à Concarneau. Donc, en fait, ce que je veux dire, c'est que c'est pas que de la théorie, en fait, utiliser la data science. En fait, c'est aussi parfois des choses qui atterrissent. Alors, beaucoup nous disent quand on présente le programme data quartier, ah, mais vous n'avez pas fait d'application, mais concrètement, qu'est-ce que ça peut faire, etc. Nous, en fait, notre sujet n'était pas un sujet de mettre une application sur son iPhone. Ça, je m'en fous, c'est pas mon problème. Enfin, je le fais un peu vite, mais c'était pas notre sujet, en fait. Le sujet, c'était de montrer comment est-ce qu'en utilisant ces outils-là, on pouvait voir différemment, peut-être, les quartiers sans, et Muriel, tu le rappelais très bien, sans rentrer en opposition avec ce qui existe déjà, en fait, en rajoutant une possibilité et une marge supplémentaire pour répondre au mieux et de manière, on va dire, en haute couture, en sur-mesure, à quelques questions qui peuvent se poser dans les quartiers. Et moi, je vous le dis, en tant que directrice de centre de ressources, c'est pour ça, voilà, j'aurais du mal à imaginer que ce que nous avons proposé à Morlaix, Concarneau, Fontenay-le-Comte ou La Roche-sur-Yon, c'est quelque chose qu'on ne pourra plus proposer. Voilà, c'est pour ça que je vous dis qu'on est obligé d'avancer, nous, comme ça, on s'est mis un peu dans le beau drap. Non, je plaisante. Voilà. Du coup, Émilie, ça répond en partie à une question qui était posée dans le chat par Nicolas Bachet, donc qui demandait justement en termes d'action comment ça avait pu se traduire les éléments d'observation que vous aviez pu tirer grâce à ce travail-là.
En fait, on n'a pas. C'est vrai que c'était une expérimentation. Donc, on n'est pas du tout sur quelque chose qui est au long cours. Et dans cette expérimentation, comme je le disais, il y a eu une première année qui a été une année forte de sensibilisation, pour le faire vite, une deuxième année qui a été une année dense, complexe, difficile d'accès aux données, parce que ça, c'est ce qu'on ne voit pas, mais le nombre d'allers-retours qu'on a fait, voilà, d'accès aux données fortement. On a eu des sujets, parce qu'on a eu besoin d'avoir des accès aux données, à des données de santé, quand on a fait les fragilités des populations face à la Covid. On a demandé aux ARS. L'ARS Bretagne, elle a pu nous donner ces données, pas l'ARS Pays de la Loire. Donc, en gros, on a été confrontés, parce qu'on a défriché, à des sujets qui ont été des sujets complexes. Et la troisième année, ça a été l'année d'atterrissage du prototype. Donc, maintenant, on a le livre blanc, on se dit juste qu'on va continuer. Et moi, dans mes rêves les plus fous, 2 fois par an, on prend un prototype, on travaille avec toutes les équipes locales, on se dit sur quel sujet, quelles données on va, et puis on fait ça au long cours, en fait. Oui, merci beaucoup. Je vois l'heure qui tourne et on a encore d'autres interventions à prendre. Muriel, je te laisse continuer. Merci. Alors, en écho en fait à cette présentation autour des enjeux de data science, etc., on s'est dit que ça pouvait être intéressant de mettre la focale sur 2 sujets particuliers. Un par rapport à la question jeunesse et puis l'autre sur les questions de maîtrise de la langue et d'illettrisme. Et du coup, voilà, on a 2 intervenants qui ont accepté d'expliquer la manière dont on pourrait travailler sur ces questions, où est-ce qu'on en est aujourd'hui de la réflexion. Et donc, j'invite, pour démarrer, de pouvoir réfléchir et proposer la parole à Jean-Baptiste Bourdelon. Donc, Jean-Baptiste est actuellement conseiller technique en charge du contrôle de fonctionnement. Alors, dit comme ça peut paraître un peu bizarre, mais il est donc au sein de la direction interrégionale Grand Est de la protection judiciaire de la jeunesse. Et en fait, Jean-Baptiste, qui avant en fait était beaucoup sur la politique de la ville, en arrivant à la PJJ, a fait un petit croisement entre politique de la ville et puis ses nouvelles compétences. Et il a été se dire, mais tiens, on a plein de données et en fait, ils ne sont jamais utilisés. La PJJ est signataire des contrats de ville, mais finalement peu sollicité et ou peu mobilisé par les équipes. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire? Voilà. Et je trouvais que la réflexion qu'il a engagée et le travail qui est mené, qui est assez intéressant. Et donc, je lui propose de prendre la parole directement. Jean-Baptiste? Oui, bonjour à toutes et à tous, vous m'entendez? Oui. Alors, je vous remercie, je te remercie Muriel et je salue donc tous les participants à cette journée. Donc, bon, tu m'as déjà présenté, je vais voilà, rapidement pour celles et ceux qui ne m'auraient pas reconnu ou ne me connaissent pas encore. Donc, effectivement, j'ai travaillé pendant 2 ans à la direction départementale de la cohésion sociale de Meurthe-et-Moselle et j'étais en charge, j'étais adjoint au service en charge de la politique de la ville, donc sur tout le département et sur le pilotage donc, du BOP 147 pour celles et ceux qui sont férus de finances publiques et du BOP 104. Donc, du coup, voilà, une petite expérience. Et ensuite, effectivement, je suis passé à la direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse, donc sur un poste d'auditeur. Donc, la moitié de mon temps, je fais de l'audit systémique des établissements de placement et du milieu ouvert de la PJJ. Donc, je regarde comment fonctionnent les établissements et j'ai une mission de conseiller technique également sur les politiques publiques d'insertion et de la politique de la ville. Et donc, ça faisait partie de ma fiche de poste de travailler au rapprochement ou à l'analyse de ce que propose la PJJ ou de comment la PJJ peut se rapprocher de la politique de la ville. Et donc, c'est dans ce petit périmètre de ma fiche de poste que j'ai développé une analyse ou un travail que Muriel m'a proposé de présenter ce matin. Donc voilà, j'ai fait un très rapide PowerPoint de 4 slides pour vous présenter rapidement la PJJ dans le Grand Est pour qu'on sache de quoi on parle et la démarche dans laquelle je m'inscris. Puis ensuite, ce sera sur quelque chose de plus oral, donc je vais le partager. Voilà. Du coup, je pense que tout le monde le voit. Alors, rapidement, le premier élément, c'est déjà de vous expliquer ce que c'est que la PJJ à l'échelle nationale. Donc, la PJJ, c'est 137 500 jeunes qui ont été suivis en 2021. Donc, je n'ai pas encore les données de 2022, mais voilà, pour vous donner une idée au niveau national, avec une double mission. Donc, au pénal, c'est-à-dire en répression,
C'est 81 000 jeunes, plus de 81 000 jeunes qui ont été pris en charge par la protection judiciaire de la jeunesse et 57 533 au civil. Sans refaire l'histoire, la PJJ a gardé une compétence au civil, c'est-à-dire en assistance éducative et en protection de l'enfance au sens large, principalement autour des mesures d'investigation judiciaire éducative qui sont des mesures d'enquête demandées par les juges pour enfants pour faire une investigation sociale, en fait. Mais voilà, le cœur du métier de la PJJ, ça reste les 81 000 jeunes qui ont été pris en charge au pénal, avec du coup plusieurs grandes missions, une expertise éducative à destination des juges pour enfants. En fait, les éducateurs de la PJJ et les services de la PJJ proposent aux juges pour enfants au pénal une expertise et des propositions éducatives qui visent à répondre aux besoins du mineur qui du coup passe dans les filets de la justice. Donc, c'est la partie expertise et une partie prise en charge qui consiste à faire une prise en charge en milieu ouvert ou en hébergement. Donc, la distinction, c'est que l'hébergement, en fait, ce sont des foyers de la PJJ ou des centres éducatifs renforcés ou des centres éducatifs fermés, mais j'y reviendrai juste après. Et en milieu ouvert, donc en milieu ouvert, c'est le suivi des mesures éducatives ou des mesures de sûreté. Donc, une mesure éducative, ça va être en fait un suivi par un éducateur qui va mobiliser le jeune sur ses compétences et sur les besoins sociaux qu'il rencontre. Donc voilà, donc ça c'est les deux principales missions, c'est à la fois conseiller la justice et d'autre part prendre en charge les mineurs que la justice nous confie pour prévenir la récidive. Donc voilà, il y a d'autres missions mais qui nous intéressent moins aujourd'hui, donc c'est évidemment le cadre normatif qu'on produit à l'échelle nationale, le contrôle que par exemple, je porte sur une partie de mes missions et la formation des professionnels de la PJJ, puisqu'il y a une école nationale de la PJJ qui forme et les éducateurs PJJ qui passent les concours de la fonction publique PJJ et les directeurs de service. Voilà. À l'échelle du Grand Est, donc là, vous avez une slide qui est uniquement sur le Grand Est. À l'échelle du Grand Est, c'est 14 000 jeunes en 2021 et c'est le même chiffre en 2022. Donc, 14 000 jeunes, c'est un flux. Je parle un peu en flux, mais voilà. C'est-à-dire, ce n'est pas 14 000 nouveaux jeunes chaque année, c'est-à-dire sur 2021, y compris sur 2022, la PJJ a pris en charge 14 000 jeunes. Donc, c'est des suivis qui peuvent durer plusieurs années ou qui sont très ponctuels. Donc, c'est quand même un flux important de mineurs, sachant que la PJJ peut aller jusqu'à 21 ans pour certaines situations, mais voilà, c'est de 13 à 21 ans. 14 000 jeunes ont été pris en charge, avec quand même une grosse proportion de garçons, puisque nous avons plus de 9 000 garçons qui ont été accueillis par nos services et 4 000 filles qui ont été accueillies par nos services. Voilà, à nouveau, les proportions, donc elles sont pareil, on a une plus grande activité au pénal, donc en répression et en mesure éducative, et quasiment équivalent au civil, donc sur l'enquête sociale. Donc voilà, donc c'est un peu nos statistiques. Sur les professionnels, ce qui peut intéresser peut-être les collègues dans les territoires, on a un grand réseau en fait de professionnels qui sont présents sur l'ensemble des départements du Grand Est, avec 736 professionnels dans le Grand Est qui sont positionnés sur cette mission, dont 486 professionnels qui sont en lien direct avec les mineurs, donc soit les éducateurs, soit des psychologues, soit les assistants de service social, soit des professeurs techniques. Donc, on a quand même plus de la moitié des professionnels de la PJJ qui sont en direction du public, des usagers, et le reste, c'est des fonctions de direction, de contrôle, d'expertise, et ce qu'on appelle globalement les fonctions de support. Voilà, ça, c'est sans compter le secteur public et le secteur associatif habilité, ce que je vais vous expliquer tout de suite. Vous avez donc à gauche ce qu'on appelle le secteur public. Donc, le secteur public, c'est grosso modo ce qui est directement géré par l'État. Donc, ce sont des collègues fonctionnaires ou contractuels de la fonction publique. Et donc, la structuration de la PJJ à l'échelle du Grand Est, elle est divisée en direction territoriale, ce qui varie de ce que vous connaissez du service de l'État, puisque le reste du service de l'État sont en direction départementale, préfectorale, et puis après DETS, etc., etc. La PJJ, depuis la réforme générale des politiques publiques, est divisée en directions territoriales qui vont regrouper un ou plusieurs départements. Donc, il y en a 5 à l'échelle du Grand Est. Il y a la direction Alsace, qui regroupe donc la Communauté européenne d'Alsace, dont le siège est à Strasbourg, mais qui couvre l'ensemble des grandes villes et des agglomérations alsaciennes, Strasbourg, Colmar, Mulhouse, Saverne ou encore Haguenau.
Vous avez la direction territoriale Aube-Haute-Marne, dont le siège est situé à Troyes et qui du coup se divise entre Troyes et Chaumont, mais qui a aussi d'autres antennes. Et vous avez une des plus grosses directions territoriales en termes de temporalité, en termes de surface géographique, pardon, c'est ce qu'on appelle la direction territoriale Sud, Lorraine Sud, et qui en fait regroupe trois départements, donc la Meurthe-et-Moselle, la Meuse et les Vosges. Donc, avec pareil une implantation sur les grandes villes ou les villes intermédiaires de ces différents départements. Enfin, Marne-Ardenne, donc sur Reims, Châlons, Champagne, Épernay et Charleville-Mézières. Et enfin, la Moselle, qui est la seule direction territoriale qui en fait regroupe l'échelle du département. Donc voilà, ces différences, très rapidement, ces différences s'expliquent par la nécessité pour la PJJ de positionner une direction territoriale en face d'une cour administrative. Donc c'est en regard de la carte géographique des services judiciaires que la PJJ s'est construite. Donc voilà, ça c'est pour les directions territoriales. Et ces directions territoriales vont ensuite avoir en gestion des établissements, soit de milieu ouvert, donc c'est les STEMO, services territoriaux éducatifs de milieu ouvert. Donc là, vous en avez un ou plusieurs dans chaque direction territoriale. Et les EPE, ou établissements de placement éducatif, ce sont les foyers, tout simplement. Donc voilà, avec parfois une mission d'insertion. Donc vous allez avoir le STEMOA avec un I à la fin ou l'EPEI. Donc c'est une mission d'insertion. Ça veut dire qu'il y a une équipe d'éducateurs spécialisés dans l'insertion professionnelle, dans l'insertion sociale des mineurs, donc avec des activités très ouvertes sur l'insertion, la scolarité, la formation professionnelle et la mobilisation des compétences psychosociales pour permettre à des mineurs de retrouver le chemin de l'insertion. Donc ça, c'est notre secteur public. Et enfin, on a le secteur associatif habilité qui est exclusif État principalement, qui est uniquement tourné sur l'hébergement. Et donc là, vous allez avoir 8 établissements, centres éducatifs fermés. Donc, c'est un établissement, alors ce n'est pas la prison, c'est des établissements éducatifs qui ne sont pas en détention, et des centres éducatifs renforcés dont la vocation s'adresse à des mineurs qui sont en grande difficulté et dont le parcours délinquentiel commence à devenir très chargé. Donc, on a sur des multirécidivistes, on a des trafiquants de drogue, on a des faits de délinquance sexuelle ou des agressions violentes avec des profils de mineurs qui sont en grande difficulté sociale et sur des compétences, sur des difficultés parfois psychologiques aussi. Et on finance aussi d'autres établissements, mais bon, c'est sans trop d'intérêt pour l'intervention. Donc voilà déjà pour présenter globalement dans mon cadre d'intervention, enfin celui de la DIR-PJJ à l'échelle du Grand Est, petite parenthèse qui fait que vous avez sur vos territoires au moins une direction territoriale qui peut travailler avec vous, puisqu'il faut savoir que dans nos directions territoriales, nous avons des chargés de mission qu'on appelle RPI, donc responsables des politiques institutionnelles, qui sont chargés tous, il y en a plusieurs, il y en a forcément au moins un qui est chargé de travailler sur les politiques publiques, notamment l'insertion, mais du coup, ça peut aussi aller sur la politique de la ville. Donc voilà pour vous présenter grosso modo le cadre institutionnel dans lequel évolue la PJJ. Peut-être maintenant présenter un peu, aller dans le cœur du sujet, présenter la démarche de la DIR-PJJ que j'ai portée sur demande de la direction interrégionale vis-à-vis de la politique de la ville. Donc, Muriel l'a dit rapidement, à la lecture de l'ensemble des contrats de ville du Grand Est de 2014, il est assez évident que la PJJ est à chaque fois citée ou positionnée dans ces contrats de ville, que ce soit en termes d'acteurs pilotes ou de participants au pilotage, soit directement aux copies des contrats de ville ou au comité technique, soit en tant que contributeur par une expertise. Donc ça, c'était quelque chose qui était très identifiable dès le début d'un point de vue purement formel et littéral, mais pour autant, le constat que moi j'ai pu amener, donc un constat rapide sur un petit diagnostic, j'ai interrogé l'ensemble des services de milieu ouvert de la PJJ et les directions territoriales, c'est finalement que la PJJ identifie très peu ou très mal l'ingénierie territoriale des contrats de ville et des DETS, des acteurs municipaux, intercommunaux. Voilà. En gros, la PJJ n'est pas du tout positionnée dans cette politique publique et il y a en réalité un éloignement des directions territoriales, alors qui n'est pas du tout homogène. Il y a des directions territoriales qui sont plus au fait de ce qui se passe, je pense comme ça de tête, à Reims, puisqu'il y avait un travail historique qui avait été mené entre le service de milieu ouvert de Reims et la politique de la ville, mais c'est assez hétérogène. Donc globalement, à l'échelle du Grand Est, nous avons des directions territoriales, donc celles qui pilotent
la politique publique de la délinquance des mineurs au sein des départements est plutôt éloignée de la politique de la ville. D'une part, avec un manque de connaissances voilà, sur l'actualité, les mises en œuvre de ces politiques publiques. Et de l'autre côté, en interne chez nous, moi, ce que j'ai pu constater, c'est un manque d'exploitation des données socio-statistiques disponibles en interne. Je vais y revenir juste après. Donc, une incapacité à produire un diagnostic, une expertise en lien avec la politique de la ville. Bon, en même temps, il y a une corrélation évidente à faire. Hein. C'est à partir du moment où la PJJ n'est pas sollicitée ou ne travaille pas dans le cadre de la politique de la ville, elle ne conduit pas ou ne produit pas d'analyse ou d'expertise analytique, statistique ou qualitative sur le fait de délinquance en quartier, par exemple. Et donc, du coup, globalement, le constat, c'est de dire que la PJJ est peu investie dans ce champ de la politique publique de la ville. En tout cas, elle y investit peu d'éléments, ou alors c'est ponctuellement ou au niveau local, au regard des appétences de certains éducateurs ou de certaines directions de services qui vont avoir une appétence pour, mais il n'y a pas une vraie réflexion stratégique, en tout cas à mon sens, construite sur cette politique publique de la ville. Donc, je vais revenir maintenant sur la question des données socio-statistiques. Ce qu'il faut savoir, c'est que comme toute administration, nous avons un logiciel métier qui a changé très récemment, qui s'appelle Parcours, qui avant s'appelait GAM. Et en fait, ce logiciel métier permet de rentrer dans une grande base de données l'ensemble des jeunes qui ont été attrapés, qui sont pris en charge. Et donc, bon, évidemment, ce logiciel, il a d'abord comme principale vocation à permettre un suivi des mesures éducatives ou judiciaires en cours du mineur. Donc, la principale utilité, c'est pour les éducateurs, identifier son passé judiciaire et ses antécédents, et puis travailler sur les objectifs éducatifs en termes d'insertion, de santé, etc. Mais dans ces données, et depuis GAM, donc depuis très longtemps, depuis toujours, en fait, à la PJJ, dans ces données, il y a un renseignement des codes quartiers qui est prévu par ça. Donc, ce qui veut dire que dans le logiciel GAM et aujourd'hui dans le logiciel Parcours, donc qui est déposé à la CNIL, hein, c'est des données qui sont légales, enfin, dont la collecte est légale, il est demandé à nos services de renseigner le code quartier ou alors le quartier de résidence du mineur. Et donc, j'ai fait cette découverte dans le cadre des différents contrôles et des audits que j'ai pu mener, mais du coup, le constat que je fais, c'est que cette donnée n'est absolument pas exploitée en interne et que nous ne sommes pas en mesure, enfin, qu'on ne nous demande pas ou que personne n'utilise cette donnée statistique pour produire une analyse qualitative ou quantitative sur le fait de délinquance en quartier cloître de la politique de la ville. Et du coup, je trouvais que moi, venant de la DDCS à l'époque, je trouvais que c'était un fait statistique ou une disponibilité de données statistiques qui était fort intéressante, qui n'était pourtant absolument pas exploitée, puisque moi, j'avais plutôt l'impression, et je crois que c'est quelque chose qui se confirme, c'est que la politique de la ville s'appuie en réalité sur la question de la délinquance, sur des données de victimologie, c'est-à-dire le nombre de victimes ou de personnes qui ont porté plainte qui sont issues de QPV, mais on a peu de données sur les faits de délinquance, qui pour nous sont des faits de délinquance, enfin, on n'est pas sur des données police, hein, on est sur des données de justice, donc c'est des mineurs condamnés, donc sur les faits de délinquance en QPV. Et donc, du coup, le constat que j'avais fait, c'est que on était en gros assis sur une mine d'informations dont l'exploitation était légale et qui n'était absolument pas mis en valeur ni construite en direction des mineurs en interne, d'une part, et d'autre part, en direction des collègues de la politique de la ville. Puisque le constat était de dire que nous étions éloignés de l'ingénierie, donc de fait, nous n'étions pas en mesure de produire cette donnée statistique. Du coup, actuellement, les deux axes de travail sur lesquels nous nous sommes positionnés, donc c'est quelque chose qui va prendre du temps puisqu'on est sur un travail de longue haleine, c'est d'une part être en mesure de proposer une contribution socio-statistique à l'échelle régionale du nombre de jeunes issus des QPV et une identification du nombre de jeunes issus du QPV, peut-être à l'échelle locale, si demain c'était nécessaire ou rendu nécessaire pour la PJJ. C'est-à-dire si demain vous aviez des collègues chargés de mission ou des préfets ou des maires qui demandaient à la PJJ une contribution pour participer à cette politique publique, peut-être que du coup, cette mise à l'agenda serait un peu forcée, mais du coup deviendrait nécessaire pour la PJJ. Et le deuxième axe, qui est évidemment la nécessité de se repositionner sur la gouvernance, c'est-à-dire pouvoir participer aux modalités de gouvernance et de pilotage de la politique de la ville. Donc voilà. Peut-être aussi vous expliquer un peu les démarches que j'avais pu faire pour vous donner un peu une idée. Donc, je suis loin d'une démarche scientifique complète, mais j'avais fait des tests sur Reims, par exemple, et je m'étais rendu compte d'un point de vue statistique que nous avions, dans un milieu ouvert de Reims, plus de 75% des mineurs qui venaient de la Croix-Rouge.
de Reims. Pour vous donner une idée, c'est-à-dire que nous avions un très fort taux de mineurs qui sont issus de ces QPV, donc ce qui, pour moi, était une anomalie statistique, puisque 75 des mineurs de 13 à 21 ans qui habitent Reims ne vivent pas ni à la Croix-Rouge, ni ne sont en QPV. Donc, il y avait bien une surreprésentation, à mon sens, des mineurs issus de ces QPV, donc du coup, qui était signifiant en termes statistiques, d'une part. Et l'autre élément aussi qui est intéressant, et qui n'est pas statistique, mais qui est qualitatif, mais qui participe à l'analyse de données, c'est que vous avez beaucoup d'éducateurs et de services qui sont capables d'identifier, de participer à un bilan social ou à un diagnostic social. Par exemple, j'étais hier à Colmar, dans le cadre de mes missions, et en échangeant au détour, donc, qui n'était pas sur le périmètre de ma mission, mais en échangeant avec des éducateurs, des collègues, ben voilà, les éducateurs sont capables de vous dire la majorité des familles qu'on rencontre qui viennent des QPV de Colmar viennent de 5 rues. Voilà, donc vous avez au sein de notre administration, au sein de nos services, des éducateurs qui sont capables de fournir une analyse empirique et qualitative sur une situation sociale dégradée qui est source de délinquance, ou en tout cas qui mériterait l'attention. Donc voilà en gros le cadre actuellement où on en est. Voilà. Peut-être conclure en disant sur les projections possibles. Dans l'hypothèse où la PJJ participerait plus activement à des données statistiques, on pourrait aussi affiner ce travail-là et commencer à rentrer, parce que bon, faire un ratio pour dire, ben voilà, nous avons X% de mineurs qui sont issus du QPV, ce qui représente une surreprésentation par rapport à ce qui est constaté à l'échelle de la métropole de Strasbourg ou du Grand Nancy. C'est intéressant, mais je pense qu'à terme, il est aussi possible d'imaginer ou de projeter qu'il y ait un suivi plus qualitatif qui soit fait, ne serait-ce que sur des données qu'on a aussi, qui sont la nature de l'infraction commise, puisque les services judiciaires publient une liste des infractions commises, et donc il est possible de travailler sur, est-ce qu'on est sur principalement des infractions relatives à la dégradation ou à des outrages à agents, ce qui nécessite un travail par exemple sur la citoyenneté ou le rapport à l'autorité. Est-ce qu'on est sur du trafic de stupéfiants? Et donc là, c'est une autre problématique, c'est l'emprise des réseaux mafieux par exemple, dans ces quartiers-là. Bon, vous l'avez vu en région parisienne, il y avait beaucoup d'affaires sur les phénomènes de bande, dont plusieurs sociologues, donc, que Muriel avait pu inviter dans le cadre des conférences à l'ORIV, mais ont pu faire la démonstration qu'il y avait un phénomène en soi, des phénomènes de bande dans les quartiers, et que du coup, bah, ça, on peut aussi le vérifier peut-être d'un point de vue pénal. Est-ce que ça a été judiciarisé? Est-ce qu'on est sur des phénomènes de délinquance sexuelle? Dans ce cas aussi, voilà. Donc, il y a pas mal de données qui pourraient être intéressantes. Donc voilà. Je rappelle évidemment que c'est des données anonymisées, mais on est bien sur des données quantitatives massives. Donc, c'est des perspectives qui n'existent pas du tout, enfin, qui ne sont pas présentes aujourd'hui, mais qu'on pourrait très bien imaginer à moyen terme. Voilà, je propose de m'en arrêter là. Je ne sais pas si, je pense, enfin, en tout cas, de mettre fin à ma présentation. Merci, Jean-Baptiste. Et je vais passer la parole à Olivier Fleury. Olivier Fleury est chargé de mission coordinateur pour l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme. Et même chose, on s'est dit, alors ça fait des années que Olivier, entre guillemets, essaye de mieux, que la question de l'illettrisme soit mieux prise en compte dans le cadre de la politique de la ville. Ce qu'on constate, nous, c'est que si, à l'échelle du Grand Est, cette question de la langue est souvent mise en avant, des enjeux des savoirs de base, etc., mais finalement, souvent, on le prend seulement sous l'angle de la maîtrise de la langue du côté des étrangers ou des personnes immigrées. Et il me semblait que dans les constats qu'on fait actuellement, la question de l'illettrisme passe à côté, en fait. Et donc, on s'est dit avec Olivier, avec la traite aussi, que ça serait important qu'à l'occasion de cette séance, on donne la parole à Olivier qui puisse, du coup, nous présenter un petit peu quelle analyse il porte et quelles ressources pourrait apporter l'agence au niveau de la réflexion actuelle. Merci d'avance, Olivier. Je te passe la parole. Voilà, je ne sais pas si vous voyez le document que je viens de mettre à l'écran. Oui, c'est bon. Donc, Olivier Fleury, j'étais présenté, donc chargé de mission régionale pour l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme. Je suis en poste depuis juin 2021. Auparavant, c'était un chargé de mission du SGAR qui était le référent dans les différentes régions. Depuis cette date, l'agence dispose d'interlocuteurs en propre
et donc je suis directement rattaché à l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, dont le siège est à Lyon, et je suis hébergé par le SGAR, donc l'administration, pour faire court, l'administration de la préfète de région, pour déployer un projet de lutte contre l'illettrisme sur le territoire et mobiliser les différents acteurs dans ce cadre-là. Alors d'abord, pour être bien clair, je pense que la diapo change, oui, voilà. D'abord, revenir sur ce qu'est l'illettrisme. Alors l'illettrisme, ça concerne les personnes qui ont été scolarisées en France, théoriquement entre 6 et 16 ans à minima, voire 18 maintenant, et qui, à l'issue de leur parcours scolaire, ne maîtrisent pas les compétences de base. Les compétences de base, lire, écrire, compter, et avoir un usage de base du numérique, j'y reviendrai tout à l'heure. Voilà. Alors, comment on peut repérer, puisque Muriel tout à l'heure parlait justement des dispositifs de français langue étrangère, on se pose la question, la personne a-t-elle été scolarisée? Si c'est non, c'est de l'analphabétisme. Si c'est oui, est-ce qu'elle a été scolarisée en langue française? Si c'est non, on est dans la situation français langue étrangère. Et si elle a été scolarisée en France ou en langue française, on est dans une situation d'illettrisme. Alors, la distinction qui est faite, pourquoi elle est faite? Elle est essentiellement faite parce que les méthodes de remédiation ne vont pas être du tout de même nature. Ce n'est pas du tout la même pédagogie, ce n'est pas du tout la même andragogie pour ces publics. L'analphabétisation, il va falloir apprendre à faire les gestes pour pouvoir écrire, faire le lien entre de cognition entre ce qu'on lit et ce qu'il y a sur le papier, etc. Quand on est sur le français langue étrangère, on va être dans une situation comme vous et moi si on apprenait une langue étrangère, hein, qu'on apprenne le portugais, l'anglais, et on va être, si on veut faire le parallèle, dans la situation de public qui ont des bonnes maîtrises de leur langue dans leur pays d'origine et qui vont devoir apprendre une langue, et puis peut-être qu'on va être dans une situation où nous, on apprendrait le russe ou le chinois, et à ce moment-là, on va être dans une situation, pour faire un parallèle, d'une personne qui aurait un niveau de qualification peut-être un peu plus faible dans son pays d'origine et qui va quand même devoir apprendre une langue. Hein, mais on est dans l'apprentissage d'une langue étrangère, c'est-à-dire qu'on sait lire des caractères relativement rapidement, faire l'association phonème-graphème et l'association avec le sens des mots qu'on lit, ce qui ne va pas être le cas quand on va être dans les autres situations. Hein, voilà. Et l'illettrisme, l'illettrisme peut être de différents niveaux. Hein. Il y a des personnes qui ont du mal à recopier leur nom depuis leur carte d'identité pour signer un document. Il y a des personnes qui vont avoir une lecture très, très hachée, hein, et qui vont devoir lire morceau par morceau et qui vont s'épuiser cognitivement, donc qui vont avoir de très faibles qualités de lecture, voire des personnes qui vont avoir une lecture relativement fluide, mais qui à la fin de la lecture du texte n'auront pas, parce que le mécanisme n'est pas mis en place, la capacité de comprendre ce qu'ils ont pu lire. Hein, et donc, c'est bien la nécessité d'avoir ces trois approches différentes, c'est bien pour mettre en place des systèmes de remédiation différenciés. Quand j'ai eu les échanges avec Muriel et avec Nicolas Bachet, on a regardé sur JITRO combien d'activités étaient référencées illettrisme. En réalité, il y en a un certain nombre, il y a 260 000 € qui ont été déployés en 2022, si je ne dis pas de bêtises, sur la question de l'illettrisme. Quand on regarde le détail, en fait, 80% des actions qui sont dans ce référencement sont des actions français langue étrangère et 20% seulement sont des actions de lutte contre l'illettrisme, essentiellement d'ailleurs en Meurthe-et-Moselle, puisqu'il y a un centre de ressources illettrisme qui est présent dans un quartier de la politique de la ville. Alors, l'illettrisme, qu'est-ce que ça a comme impact auprès des publics, et notamment des publics de la politique de la ville, mais pas uniquement eux, hein. C'est circuler seul, être en capacité d'utiliser une application, de lire des horaires de bus, de comprendre les capacités de déplacement, de faire ses courses, lire la notice d'un médicament, lire la notice d'un appareil qu'on a pu acheter, suivre la scolarité de ses enfants, etc., etc. Et puis, toutes les problématiques qui sont liées à l'accès à l'emploi, voire au maintien dans l'emploi pour des personnes qui sont à la fois en emploi et en situation d'illettrisme. Alors, juste un petit mot, hein, on connaît tous le type d'actions qui sont mises en place dans la politique de la ville. Pour un certain nombre d'entre eux, on voit bien que suivre la scolarité de ses enfants quand on est en situation d'illettrisme, ce n'est pas possible. Donc, on peut mettre des actions, déployer des moyens
pour accompagner les parents dans le suivi de la scolarité, s'ils ne sont pas en mesure de lire, s'ils sont en situation d'illettrisme, on voit que ces actions, pour une part de la population, ne pourront pas être efficientes. Hein. Donc, je pense que c'est important. On est bien sur la question des compétences de base. Alors, en termes de chiffres, parce que c'est quand même, c'est toujours difficile, parce que l'illettrisme, la grande problématique de l'illettrisme, c'est la visibilité. Les gens ont été à l'école, en général, ils ont honte, ils dissimulent, ils développent un nombre de stratégies pour dissimuler qui est absolument phénoménal, qui d'ailleurs fait qu'ils développent des compétences autres. On connaît tous, j'ai pas mes lunettes, on connaît tous, tu écris mieux que moi. On a des personnes qui peuvent venir avec des mains bandées, on a des personnes qui peuvent venir accompagnées d'une personne qui va pouvoir mieux écrire, justement, ou autre. Et le résultat, c'est que quand il n'y a pas de visibilité de cette problématique-là, il n'y a pas de politiques publiques qui sont mises en face. D'où l'objectif de montrer et de faire connaître l'ampleur de la situation. En France, c'est 7% des 18-65 ans. Donc voilà, ça représente 2,5 millions de personnes. Dans les quartiers de la politique de la ville, c'est le double, c'est 14% des adultes qui ne maîtrisent pas les compétences de base. Et puis on en a 50% dans l'emploi, 10% qui sont demandeurs d'emploi et 20% des bénéficiaires des minima sociaux. Hein, on retrouve d'ailleurs les croisements hein, des personnes qui peuvent résider dans les quartiers de la politique de la ville et qui sont de manière plus générale plus souvent demandeurs d'emploi, ou quand ils sont en emploi, vont être sur des emplois souvent peu ou pas qualifiés, dans lesquels on trouve les personnes en situation d'illettrisme. Là, on est dans une enquête qui date un peu, je l'avoue tout de suite, hein, elle date de 2012. Il y a une enquête en cours actuellement, mais les résultats seront publiés, donc avec l'INSEE, hein, c'est une enquête de seuil, on va interroger 24 000 personnes, alors pas interroger d'ailleurs, on leur fait passer un test, lecture, dictée, calcul, et on va corriger ces tests et regarder qui est en situation d'illettrisme. Donc, c'est des enquêtes qui sont assez lourdes. Les chiffres seront publiés en décembre 2023, à la fin de l'année. Et c'est vrai qu'avec cette année un peu charnière au niveau de la politique de la ville, il était important de vous en parler et de ne pas connaître ces chiffres au moment où l'ensemble du cadre de la politique de la ville pour 2024-2030 seront en partie installés. Là, on est, j'ai envie de dire, sur le stock, le nombre de personnes en situation d'illettrisme, le nombre d'adultes en situation d'illettrisme. Si on parle maintenant en termes de flux et qu'on regarde les personnes qui quittent le système scolaire hein, et quelles sont leurs situations, on a les chiffres par département, hein, avec une moyenne dans la région de 8,8% de jeunes qui sont en grande difficulté avec la lecture au moment des journées des journées de défense citoyenneté. Hein, c'est l'agence qui a fourni le référentiel pour pouvoir faire cette évaluation. Et sur ces 8,8%, il y en a 4,3% qui sont en situation d'illettrisme. Donc ça, c'est des personnes entrantes, si on peut dire ça comme ça. Et l'écart entre les 8,8 et les 4,3, c'est-à-dire les 4,5% qui sont en grande difficulté avec la lecture, mais pas en situation d'illettrisme, pour eux, soit ils vont avoir une utilisation et ils vont poursuivre leur travail d'apprentissage et ils sortiront du risque d'illettrisme, soit ils vont rentrer dans des emplois ou dans des parcours où ils n'utiliseront pas la lecture et l'écriture, et dans ces cas-là, il va y avoir un phénomène de désapprentissage et on va les retrouver dans la catégorie de personnes en situation d'illettrisme. Hein, et là, on ne peut pas aujourd'hui donner de chiffres. Pour vous donner aussi un autre élément, on a fait un travail avec l'INSEE Grand Est, une étude qui a été publiée en décembre 2022, là on rentre dans des éléments un peu plus récents, qui est la question de l'illettrisme numérique ou de l'électronisme. Pourquoi l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme s'intéresse aussi à l'électronisme? C'est parce qu'on considère que ne sont plus en situation d'illettrisme les personnes qui sont autonomes dans les actes de la vie courante. Or, aujourd'hui, être autonome dans les actes de la vie courante, c'est lire, écrire, compter et avoir un usage de base du numérique. Et on s'est donc associé à la NNCI pour regarder quels étaient les taux. Alors, on n'a pas de prisme, de regard sur les quartiers politiques de la ville. On s'est basé sur une étude menée par l'INSEE. On utilise ce qu'on appelle la méthode des petits domaines, c'est-à-dire qu'on connaît la situation par rapport au numérique, on connaît la situation, on connaît les caractéristiques autres, famille monoparentale,
bénéficiaires du RSA, niveau d'études, etc., etc. Et avec ces données, on va pouvoir les appliquer à la population de certains territoires. Là, on est descendu au niveau des EPCI pour connaître le risque d'illettrisme sur chacun des territoires. Alors, j'en parle parce que il y a 800 000 personnes en difficulté avec le numérique dans le Grand Est. Il y a 200 000 personnes en situation d'illettrisme dans le Grand Est. Ça veut dire qu'une personne sur quatre sont concernées par le double illettrisme. Et donc, ça nous donne des indications du nombre de personnes qui peuvent être concernées par différents territoires. Donc, vous avez cette étude, je pourrais vous transmettre le lien vers l'étude, et puis vous avez des données chiffrées par EPCI, donc à la fois le taux par EPCI et aussi le nombre de personnes concernées. Parce que vous pouvez voir, par exemple, que Strasbourg ou Metz sont dans des couleurs claires et donc le taux est faible, hein, il est aux alentours de 12-13%, mais en termes de nombre de personnes, à Strasbourg, c'est 55 000 personnes. Et donc, la question de l'orientation des politiques publiques doit tenir compte des deux éléments, à la fois le taux et le nombre de personnes concernées. L'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme a trois grandes missions. Je vais vous en parler là. C'est mesurer et faire connaître la mesure. Là, je viens d'en faire un petit bout. C'est d'outiller, hein, de construire des outils et faire en sorte que ces outils soient relayés sur les différents territoires. Et puis, de travailler avec les acteurs des politiques publiques pour qu'elles soient prises en compte. C'est ce que nous sommes en train de faire pour ce qui concerne les quartiers de la politique de la ville. Alors, nous avons déployé un certain nombre d'outils qui permettent de travailler, notamment EVA. EVA, c'est un serious game, jeu sérieux, qui permet, en 3/4 d'heure, de proposer un test aux personnes pour qui on pense qu'il peut y avoir un risque d'illettrisme. Ces personnes passent le test, ont accès à leurs points forts, hein, donc compétences de base et compétences transversales, et elles ont accès aussi à une liste de métiers dans lesquels ces compétences de base ont une valeur. Hein, et à côté de ça, la personne qui accompagne, souvent les missions locales, Pôle emploi, mais ça peut être aussi des centres de formation, connaissent les difficultés qui sont autour de ces compétences des personnes. Ce qui en fait à la fois un outil d'évaluation des compétences de base et des compétences transversales, mais qui en fait aussi un outil de dialogue entre les personnes pour pouvoir aborder cette problématique. Hein. Je vous dis tout à l'heure que la question de l'invisibilité et de la honte des personnes était relativement centrale, et donc le fait d'avoir cet outil permet d'en parler. On a aussi dans notre environnement tous les acteurs de l'emploi, que ce soit les opérateurs de compétences, Transition Pro, hein, qui porte la certification CLEA, qui est la certification professionnelle qui marque la sortie de l'illettrisme, et puis les services de formation de l'État. On travaille aussi avec les syndicats pour faire entrer cette discussion dans les entreprises au niveau des CSE, hein, les syndicats d'employeurs et les syndicats de salariés, de manière à ce que ces éléments puissent entrer en compte. Hein, la plupart de ces OPCO sont d'ailleurs administrateurs de la NLCI, donc très engagés. Ils disposent à la fois de compétences en interne, mais aussi de moyens en interne qu'on peut déployer. Hein. L'idée n'étant pas de demander à ce que la politique de la ville prenne en charge l'intégralité de la lutte contre l'illettrisme, mais bien de mobiliser des moyens du droit commun. Là, je vous parle des personnes qui sont en situation d'emploi, c'est quand même 1 sur 2. Hein. Et puis, les personnes qui sont en situation de demandeur d'emploi, notamment avec la formation objectif compétences de base du conseil régional. Je suis en train de parler de la diapositive après. Voilà. Et donc, l'objectif étant de pouvoir mobiliser ces moyens et de pouvoir les amener au plus près des personnes. Aujourd'hui, en détection, dans les quartiers de la politique de la ville, on n'a pas de stratégie directement axée sur la question des quartiers politiques de la ville, mais les 3/4 des missions locales utilisent l'outil EVA pour faire de la détection. Et puis, on est en train de le déployer, notamment avec Pôle emploi et d'autres acteurs qui peuvent travailler dans cette direction. Alors, l'objectif, c'est la prise de conscience de cette problématique. Hein, et je remercie d'ailleurs Laurie, Madame Maffezoli et Nicolas Bachet de me permettre de parler, parce que je suis quand même tout seul dans le Grand Est, je vous le dis tout de suite. Hein. Donc, pouvoir m'appuyer sur des interlocuteurs est essentiel. Et puis, c'est vrai que quand j'ai pris mon poste il y a 1 an et demi,
pour avoir pas mal travaillé comme opérateur dans le cadre de la politique de la ville, que ce soit au niveau local ou national, je suis allé télécharger la plupart des contrats de ville de la région Grand Est, et l'occurrence illettrisme était quasiment absente. Hein. Sans doute cette question d'invisibilité, hein, aussi le fait que pendant une dizaine d'années, il n'y avait plus forcément de chargé de mission politique de la ville, que les centres ressources politiques de la ville, à l'exception de celui de la Meurthe-et-Moselle et de la Meuse, ont disparu. Hein. Donc, il y a 8 départements où la ressource n'existe plus et nous allons travailler à en reconstruire pour pouvoir appuyer ces éléments-là. Et je pensais que c'était important, justement, dans cette année de réflexion, de vous fournir les éléments qui permettent de vous approprier cette problématique et de la réintroduire, la problématique de l'illettrisme dans les contrats de ville, dans les cités éducatives, dans les cités de l'emploi. Pour encore situer un petit peu l'agence, hein, donc nous sommes une agence à majorité gouvernementale. Dans le conseil d'administration, nous sommes essentiellement soutenus par le ministère du Travail, c'est 95% de notre budget, et nous avons aussi le ministère de la Ville qui en fait partie, représenté par l'ANCT. Pour refaire une parenthèse, je n'en avais pas parlé, que dans l'enquête qui va paraître à la fin 2023, l'ANCT a participé financièrement pour qu'on ait suffisamment de personnes des quartiers de la politique de la ville interrogées, de manière à ce qu'on soit sur des chiffres significatifs. Donc, il y a une participation supérieure de l'ANCT à cette enquête de l'INSEE pour qu'on puisse avoir des données. Il est prévu avec l'INSEE de faire une déclinaison de cette étude nationale par cette même méthode des petits domaines, avec quand même quelques incertitudes. Les chiffres seront-ils suffisamment significatifs pour qu'on puisse descendre au niveau de chaque QPV et pouvoir vous fournir des données? Là, tout à l'heure, sur l'électronisme, on est sur le risque d'électronisme, hein, on n'est pas sur le nombre, hein, on est bien dans de la statistique et dans de l'étude. Si on peut avoir des notions de taux de personnes en situation d'illettrisme et de nombre dans les quartiers de la politique de la ville, je pense que ça pourrait être quand même relativement éclairant. Voilà pour faire un rapide panorama. Alors, les outils, je ne vais pas tous vous les déployer parce qu'on a beaucoup de choses en cours. Hein. La coopérative des solutions, par exemple, hein, où on rassemble les acteurs autour d'une problématique pour les coordonner sur un territoire et construire des réponses partagées. Regardez quels sont les moyens qu'on peut mobiliser. Est-ce que c'est dans l'entreprise? Est-ce que c'est pour les demandeurs d'emploi? Est-ce que c'est ceux qui sont plus en difficulté à la fois d'illettrisme avec des difficultés sociales fortes? Auquel cas, c'est d'autres acteurs qu'il faut mobiliser. Voilà un petit peu pour le panorama. Et je vais peut-être m'arrêter là pour la présentation directe et laisser place aux échanges. Merci beaucoup, Olivier, pour cette présentation. Je pense qu'effectivement, ça a permis, comme ça l'a été pour Jean-Baptiste, ouvrir les possibles en se disant, tiens, effectivement, tel que sur mon territoire, quand on parle des enjeux de maîtrise pour les habitants, est-ce que c'est toujours exclusivement un enjeu de français langue étrangère? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose? C'est ça qu'on voudrait, et puis montrer qu'il y a des outils, il y a des choses qui se font, etc. Donc voilà. On avait, avec l'accord d'Olivier, on a proposé à Madame Grosjean de pouvoir être avec nous aujourd'hui. Je profite, je vous permets, Madame Grosjean, peut-être pour que vous disiez un mot sur le CRIC de 54. Alors, ça donnera peut-être des envies pour les autres qui n'en ont pas sur leur territoire, mais ça me semblait quand même intéressant d'en dire un mot. Et tant que vous êtes là, voilà. Oui, merci de me donner la parole. Je vais essayer de faire vite et d'illustrer les propos d'Olivier par ma pratique de terrain. Vous m'entendez bien? Oui. Oui, alors, le CRIC 54, c'est donc le Centre Ressources Illettrisme de Meurthe-et-Moselle. Il existe depuis une trentaine d'années, implanté dans un grand QPV de Nancy, le plateau de Haye. Nous sommes une petite association actuellement de 3,8 équivalents temps plein, mais nous avons longtemps été à 1,8. Notre spécificité, c'est d'animer un réseau de bénévoles formés qui interviennent individuellement auprès de publics en situation d'illettrisme prioritairement et aussi de publics français langue étrangère.
Alors, mon observation de terrain aujourd'hui, je vais vous donner quelques chiffres. Nous intervenons, notre réseau de bénévoles, qui est d'environ 65 bénévoles pour 80 à 90 personnes accompagnées par an. Nous intervenons sur 3 zones d'action, la métropole du Grand Nancy, Lunéville et Toul. En 2018, par exemple, nous avions accueilli 40%, enfin, parmi les personnes que nous avons accompagnées individuellement, il y avait 40% de public en situation d'illettrisme. En 2021, après le Covid, enfin après vraiment la forte crise sanitaire, nous étions à 30% de personnes en situation d'illettrisme. Et là, pour 2022, nous sommes à 20% de personnes en situation d'illettrisme accompagnées. Alors, Olivier l'a dit, c'est un public invisible, c'est un public qui a honte. Moi, je suis intimement persuadée que ce public a été encore plus fragilisé suite à la crise sanitaire. Je n'ai pas de chiffres, mais je pense que c'est un fait. Et malheureusement, l'illettrisme n'est la priorité de personne parmi les acteurs qui sont susceptibles, enfin les professionnels qui sont susceptibles de croiser du public. C'est compliqué. Le repérage du public demande d'avoir quelques indices, etc. Mais surtout, ce qui est compliqué, c'est mobiliser le public et le convaincre d'entrer en formation. Donc, ça demande quelques compétences, mais surtout de l'énergie de la part des professionnels de l'emploi, de l'insertion, de l'accompagnement, etc. Pour autant, je pense que ça vaut la peine de s'intéresser à la question. Olivier l'a dit, 14% des habitants des QPV sont concernés. Alors, nous, au CRIL 54, nous avons la chance d'être entendus quand même par l'ADET, qui nous finance sur un certain nombre de projets. Toutefois, je pense que le financement public est insuffisant parce qu'il manque un maillon à la chaîne. Olivier l'a dit aussi, il existe un dispositif de formation régionale, objectif compétences de base. Objectif compétences de base, la plupart du temps, n'arrive pas à remplir ces sessions de formation parce qu'en fait, comme je le disais, les professionnels de l'accueil, de l'insertion, de l'emploi, de l'accompagnement n'arrivent pas à repérer le public, ne savent pas où il est ou n'arrivent pas à le mobiliser. Donc, il y a vraiment un travail à faire de ce côté-là. Personnellement, je le fais à minima, je dirais. Le CRIL est financé a été financé en 2022 à hauteur de 2 500 € par l'ADET sur la politique de la ville, donc, hein, et à hauteur de 500 € par la métropole du Grand Nancy. Mais ça, c'est pour juste le contrat de ville du Grand Nancy. Voilà, donc là, en mars, je vais faire une action de sensibilisation à Lunéville, parce que Lunéville nous finance quand même un peu pour notre réseau bénévole, et c'est tout. Donc, si vous êtes convaincus, comme nous, qu'il ne faut pas oublier ce public-là, et je pense que c'est important d'y mettre quelques financements. Et personnellement, je suis dans le domaine depuis 2008, dans la lutte contre l'illettrisme. Je suis tout à fait prête à parcourir la Meurthe-et-Moselle pour animer des actions de sensibilisation. Si les financements suivent, évidemment, puisque nous sommes un peu loin de Longwy, par exemple.
Voilà, c'est le message que je voulais faire passer. Merci beaucoup, Marianne, pour cette présentation et puis pour indiquer la complexité du sujet. Vous avez évoqué plusieurs éléments. C'est la complexité pour les professionnels de pouvoir prendre en compte cette problématique, l'identifier, avoir des interlocuteurs, puisque la Meurthe-et-Moselle a quand même la chance d'avoir un CRIL de 54, ce qui n'est pas le cas partout. Voilà. Et puis après, c'est comment mobiliser les publics. Je pense que la question que vous évoquiez, la baisse là, de public que vous avez identifié peut être mise en lien aussi avec le déploiement de l'électronisme en parallèle, qui éloigne encore plus. Et voilà, l'enjeu aujourd'hui, c'était vraiment de pouvoir sensibiliser les uns et les autres. Et dans nos analyses, je disais tout à l'heure, au début, que pour pouvoir mener un bon diagnostic, il faut croiser les regards, mais en fait, il faut aussi mettre les bonnes lunettes et que des fois, on va avoir des lunettes qui nous font toujours regarder les mêmes types de problématiques et pas les autres. On en a discuté déjà sur d'autres réunions sur la question du vieillissement de certaines populations dans les quartiers, la question de l'illettrisme. Voilà, il y a des choses aussi comme ça qu'on oublie de regarder ou qu'on passe à côté. Donc, des points de vigilance. En tout cas, c'était l'enjeu aussi de cet échange.